Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Des sources dignes de foi font savoir que l'armée malienne, dirigée par Assimi Goïta, aurait signé un contrat avec les mercenaires russes du Wagner Group pour un montant estimé à 6 milliards de francs CFA par mois. C'est une très mauvaise nouvelle pour la France, qui s'est engagée depuis 2012 à lutter contre le terrorisme dans le Sahel, notamment au Mali, pays stratégique que Paris ne veut surtout pas perdre. Tous les analystes s'accordent à dire que la signature de ce contrat avec les Russes va systématiquement diminuer l'influence de la France au Mali. Mais comment bien comprendre la perte de l'influence de la France au Mali? Suivons maintenant les analyses de différents panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Le sujet que nous mettons justement cet après-midi sur la table, Mali, la coordination de mouvement de l'Azawad contre l'arrivée de Wagner, une séquence des pressions de Paris, c'est notre grande interrogation de ce dimanche. Messieurs, je vous annonce d'ailleurs, je voulais le communiquer des mouvements de l'Azawad qui suppose et qui surtout s'oppose à l'arrivée des Russes au Mali. Voici leur communiqué, mesdames, messieurs. Eh bien, la coordination des mouvements de l'Azawad a appris à travers les médias et les réseaux sociaux que le gouvernement du Mali serait sur le point de conclure un accord avec le groupe des mercenaires russes Wagner pour leur redéploiement au Mali. La CMA, on va le dire comme ça, c'est la coordination des mouvements de l'Azawad, en abrégé, condamne et s'oppose fermement à tout usage des milices, quelle que soit leur nature et le motif qui les sous-tend, et tient entièrement l'État malien responsable de ce qu'il adviendra s'il s'exécutait malgré tout. La CMA rappelle que ce sont les populations civiles déjà meurtries et fragilisées par une décennie de crise qui vont payer le prix de l'utilisation des mercenaires du groupe Wagner, connus pour leurs graves violations de droits de l'homme dans les pays où ils sont déployés. La CMA estime que la priorité pour la stabilité du Mali est d'aller rapidement à la mise sur pied de l'armée reconstituée conformément aux dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, en investissant tous les moyens et les efforts à cet effet, seul gage d'une paix durable et d'une sécurité générale au profit de tous. L'État gagnerait mieux en crédit et en sécurité en orientant exclusivement et diligemment ses actions dans la mise en œuvre des dispositions de l'accord d'Alger, qui est dans l'impasse malgré les espoirs et les gages nés de la dernière feuille de route du 18 décembre 2020, restée lettre morte depuis sa validation par les parties signataires. La CMA prévient que si malgré tout l'État s'entête à déployer ses mercenaires, elle se verra dans l'obligation d'assumer pleinement et ouvertement sa responsabilité. C'est fait à Kidal le 16 septembre 2021 pour la CMA, le porte-parole Mohamed El Maouloud Ramdan qui a justement, il faut le dire, écrit ce communiqué. Et nous, pendant ce temps, nous nous posons la grande interrogation. Cet autre élément suffira-t-il à ouvrir d'ailleurs les yeux sur ce qui se passe au Mali ou plus généralement au Sahel, ou bien il faut encore d'autres preuves? Le terrorisme au Sahel disparaîtra-t-il quand les forces françaises et européennes quitteront la zone tampon? Je l'ai dit, on le répète encore sur ce plateau, que se passe-t-il justement du côté du Mali? Messieurs, pour entrer dans le vif du sujet, je vais faire un tour du côté du Mali. Amina Fofana, êtes-vous au courant justement de ce communiqué de la CMA qui déclare haut et fort qu'elle ne veut pas voir sur le sol malien, on va le dire comme ça, la présence des militaires russes qu'ils appellent justement, ou alors qu'ils ont surnommé des mercenaires? Merci beaucoup Steve. Cela me fait doucement rire parce que c'est la CMA qui panique, quoi. C'est la panique au village. La France panique, la CMA panique, les USA paniquent, l'Angleterre panique, c'est-à-dire l'Occident panique. Donc les terroristes de l'Occident forcément vont paniquer. La CMA n'a aucune légitimité pour s'adresser à notre État. Elle n'a pas de légitimité. D'ailleurs, pour info, je n'ai même pas lu, j'ai compris le contenu parce que si la CMA n'avait pas réagi comme ça, c'est cela qui aurait été inquiétant. La CMA a dit qu'elle veut la guerre. La CMA a comploté avec la France pour des tentatives de division de notre territoire. La CMA ne veut pas déposer les armes, donc la CMA n'a qu'à assumer. Aujourd'hui, là où nous en sommes, ce n'est pas au niveau d'une organisation ou d'un mouvement terroriste. Pour moi, le débat n'est pas au niveau de leur déclaration. Pour moi, le débat il est au niveau des 1000 soldats Wagner
russes qui doivent venir pour nous aider véritablement à combattre ce fléau terroriste que la France a instauré ici à travers la démolition de la Libye pour venir faire installer ces bandits armés, ces voyous armés au nord du Mali et comploter avec la France contre l'État malien, propager le terrorisme partout. Donc la CEMA peut dire ce qu'elle veut. La CEMA, si elle est vraiment intelligente, c'est maintenant qu'elle doit déposer les armes et rentrer en négociation avec l'État malien. Sinon, rien ne pourra empêcher cette guerre d'arriver. Donc quand la Russie est annoncée, c'est la panique partout dans le monde. Parce que les Russes sont connus pour leur intégrité. Cela veut dire que tous les vols, par exemple, ce que la Russie veut en contrepartie de la guerre, c'est officiel, ça a été négocié. Mais la France, quand elle vient comme si c'était de manière historique, comme si elle vous aidait. C'est un pays hypocrite. Donc, elle vient, elle vous tue, elle vous vole, elle parle de ça à personne. Elle essaie de diviser le pays. Et l'arrivée de la Russie va permettre aux soldats maliens d'être mieux équipés, d'être mieux formés, d'être mieux renseignés. Et parce que on va signaler ici que l'armée malienne n'a pas d'alliés. Parce que la France n'est pas l'allié de l'armée malienne. La France, justement, est l'allié officiel des terroristes appelés par la CEMA. Moi, j'aime même pas dire le mot CEMA, mais des fois, comme les terroristes eux-mêmes se sont fait appeler comme ça avec la France, bon, je vais les appeler comme ça. Mais ils ont tout intérêt à déposer les armes, sinon ils finiront par les jeter pour courir et s'en aller. Donc le dialogue est ouvert depuis très longtemps. Ils ont refusé, pensant que la France était le maître du monde, pensant que la France, c'est le dieu du Mali. Aujourd'hui, que la Russie va pointer son nez pour qu'on puisse faire des efforts communs et parvenir à bout de cette abomination, comme la Russie l'a fait aussi en Centrafrique, en Syrie. C'est normal que les terroristes puissent paniquer. Voilà ce que je voulais apporter. Nous, on célèbre, hein, on est très très contents. D'ailleurs, on attend les militaires russes avec impatience pour et pouvoir recouvrer l'intégrité territoriale, hein, de notre pays et puis de notre souveraineté. Vraiment, on dit bye bye à la France. On ne l'aime pas. On le dit, ça fait des années. On ne veut pas qu'elle reste ici parce qu'elle n'a pas fait de résultats. Parce qu'elle est venue faire le contraire de tout ce qu'elle a dit. À l'inverse de la Russie aide les pays à sortir des gouffres créés par l'Occident et ses alliés politiciens de la France-Afrique qui minent nos pays aujourd'hui. Donc le masque est tombé. Et pour la France, et pour l'Occident, et pour ces politiciens pourris, corrompus, qui sont dans nos pays, qui désormais doivent être simplement jugés pour ce qu'ils ont fait subir au Mali, à travers, pour ma part, hein, pour moi, c'est la haute trahison de signer un accord criminel comme ça de défense contre son propre pays, dans son propre intérêt, dans l'intérêt d'un clan corrompu et dans l'intérêt supérieur des impérialistes et surtout de la France. Donc la CEMA peut, comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. La venue des soldats russes n'est qu'une question de quelques jours. Donc vraiment, on est fiers de notre président, on le salue. Et je salue ici par là aussi le mouvement Yereolo debout sur les remparts, GPM. Tous ces mouvements-là qui se sont levés pour que la Russie puisse venir intervenir, pour que notre État puisse enfin se tourner vers un partenariat sincère, vers un partenariat gagnant-gagnant. Je les remercie, je les salue ici et je salue les efforts du gouvernement face à l'oppression de la CEDEAO, face à la trahison et aux mesquineries de la CEDEAO et surtout aux ingérences de la France qui ne connaît pas la honte. Voilà, merci. Merci à vous, Amina Fofana, pour cette première prise de parole. Paul, et là, je vais me tourner vers vous. Vous êtes du côté du Mali depuis quelques jours. Comment est-ce qu'on accueille justement cette nouvelle de la CMA? On parle bien sûr de la coordination des mouvements de l'Azawad, parce que les Maliens attendent avec impatience l'arrivée des militaires russes. Actuellement, la CMA a pondu un communiqué déclarant haut et fort que ce sont des mercenaires et que si un temps soit peu le gouvernement
de transition accepte justement de faire venir les militaires russes sur son sol, eh bien, elle va s'attendre, on va le dire comme ça, à des représailles. Est-ce là, ou alors est-ce que les Maliens pensent tout simplement que ce sont les soubresauts de la France? Alors, si j'ai l'honneur de saluer mon frère Béné Chris. Bonjour mon frère, désolé pour cet oubli. Alors, je vous rappelle, comme je vous l'ai dit, je pense à la dernière émission, nous sommes intervenus sur le sujet toujours du Mali, que les Maliens constituent un peuple très mature, très lucide et très averti, et que donc les Maliens, pour le peu que j'ai vu depuis que je suis ici au Mali, je le savais déjà, mais maintenant je le touche du doigt, les Maliens n'en veulent plus de l'occupation française. C'est un fait, c'est factuel, c'est établi, c'est non négociable. Partant de là, vous comprenez que toutes les manigances, toutes les manipulations, toutes les tergiversations et les agitations venant de l'Azawad, du CMA et tout ce que vous voulez, ne sont que mascarades, et on sait très bien qui agite de l'extérieur ces marionnettes-là. Donc les Maliens sont très au fait de cela, ils savent exactement quels sont les enjeux, ils sont au courant que la partition du Mali est voulue, conçue et pensée de l'extérieur, parce qu'il y a les théoriciens du chaos qui savent que ce n'est que dans le désolant et dans le désordre qui tiraient leurs intérêts et leurs marrons du feu, et les Maliens sont bien au courant de toute cette manigance-là. Il y a également que quand vous voyez un nombre d'événements, ou quand vous faites le lien avec un certain nombre de réalités, vous vous rendez bien compte que la supercherie est énorme et qu'il faudrait être aveugle, sourd et frappé de paralysie pour ne pas voir que se dessine ce coup de fil blanc, une sorte de manipulation, de manigance. Regardez à quel moment est-ce que la France annonce, je pense que vous êtes au courant de ce que la France a annoncé en grande pompe depuis quelques jours, depuis quelques heures même, parlant de l'assassinat par les forces françaises du chef militaire de l'État islamique au Mali, au Sahara. Mais en même temps, vous vous rendez compte qu'en 8 ans au moins de présence, d'occupation militaire française, soi-disant pour sécuriser le Mali, on n'a vu aucune sécurisation. Au contraire, qu'ils ont présenté comme des bavures, ça veut dire une armée qui est supposée protéger les populations, mais qui les tue. Vous connaissez très bien l'histoire du convoi, vous connaissez très bien l'histoire du mariage, un mariage civil, où la France et son armée nous disent qu'ils ont cru que c'était des terroristes. Vous vous rendez compte qu'en réalité, quand vous faites le bilan des 5100 soldats français, quand vous faites le bilan de tous ces soldats de la MINUSMA, quand vous faites le bilan de toute cette mobilisation extérieure, militaire, étrangère, le bilan, c'est le néant. C'est le néant. Au contraire, ça n'a fait qu'empirer la situation du Mali. On a la division du Mali, la partition du Mali qui est pensée, et souhaitée et entretenue de l'extérieur. Donc, que l'Azawad fasse par le truchement du MCA son communiqué ridicule, vraiment ridicule, comme quoi il ferait tout pour que les soldats, l'armée militaire, enfin les militaires russes avec Wagner interviennent au Mali, alors qu'on sait très bien que la France a échoué à tous les plans. Je ne dirais même pas qu'elle a échoué, parce qu'en réalité, quand vous échouez, c'est que vous avez des objectifs. Les objectifs affichés sont des objectifs effectifs, alors qu'en réalité, elle n'a pas échoué. En fait, la France est dans son bon rôle, à savoir faire piller le Mali, spolier le Mali par ces multinationales, pas seulement la France, en tout cas la France et l'Occident. Je le dis souvent, la France, c'est juste le cache-sexe du visage hideux de l'impérialisme occidental en Afrique, précisément, et là on parle du Mali. Il est évident que la France est dans son rôle millénaire, au moins plusieurs fois centenaire, de pillage, de spoliation,
de sémage, on va dire, de la désolation, de la misère dans tous les pays où elle sévit, souvent par son armée, comme c'est ici au Mali. Et il est clair que son jeu est tout à fait lisible et il est ridicule que des Africains, si on peut encore les considérer comme tels, en tout cas les transfuges, les métastases de l'Occident et de la France notamment, puissent donner l'impression qu'ils veulent tellement le bien du Mali qu'ils ne veulent pas voir intervenir l'armée russe. Alors, quand on parle de mercenaires, ça fait rigoler. C'est un peu comme quand on parle de complotistes, c'est un peu cette façon de vouloir dénigrer ceux qui ne vont pas dans le sens de nos desiderata. Je trouve ça complètement ridicule. Et donc, pour tout simplement répondre à votre question, non, les Maliens ne peuvent pas, ne peuvent pas tomber dans ce piège-là de communiqués comme ça, fallacieux, ridicules, qui ne font que le jeu de l'Occident et de la France. Les Maliens sont lucides et nous sommes là, je suis venu au Mali dans la logique justement, comme vous le savez, d'une série de voyages en Afrique, justement pour prêcher cette bonne nouvelle de la synergie, des synergies panafricaines, parce que divisé, on ne peut rien faire de pertinent. C'est pour cela que j'ai commencé par le Mali, par rapport à sa charge historique, à sa portée historique, mais aussi par rapport à son actualité, avec des gens comme ceux du mouvement Yerewolo, qui est valablement et valeureusement représenté ici par Amina Fofana. Je suis venu au Mali justement pour porter ce message de l'union des peuples panafricains pour justement la liberté du continent. Et un certain nombre, vous serez au courant, d'actions en cours justement avec ce peuple malien qui est un peuple digne et averti pour dire non à cette manipulation qui n'a que trop duré et non à cette perpétuation de l'hégémonie occidentale par le garçon de course de l'Occident qui est la France. Merci à vous, Paul. Et là, nous allons faire un tour justement du côté des États-Unis d'Amérique. Docteur Paul Bekima, je me tourne vers vous. Le Mali, c'est quand même une superficie de 1,24 million de kilomètres carrés. Le Mali est le 24e pays le plus grand du monde et sa partie septentrionale est une région entièrement désertique et elle compose les 2/3 de la surface malienne, soit une région plus grande que la France, la Corse et les Dom-Tom y compris. Mais c'est ça également qui est aujourd'hui convoité. Vous qui êtes justement dans la stratégie et surtout vous qui connaissez la profondeur même des États profonds, qu'est-ce qui se cache derrière la sortie du CMA et surtout qu'est-ce qui se cache justement au Mali qui intéresse tellement les Occidentaux aujourd'hui? Merci Steve Goss. Comme je vous dis toujours, vous êtes un génie de par la façon dont vous posez les questions. Et si je reviens d'abord au communiqué, n'auriez-vous pas annoncé que c'était un communiqué de la CMA que je me serais demandé de quoi le Quai d'Orsay se mêle encore des affaires du Mali? Parce que ça ressemble à s'y tromper à un communiqué venant directement du Quai d'Orsay. Avant de continuer, permettez-moi de saluer le très brillant et dynamique Paul Ella, surtout de saluer l'exceptionnelle Madame Traoré, avec qui j'ai du plaisir à partager les plateaux. Je l'ai souvent suivi, ses analyses extrêmement brillantes, et je suis content que parmi nous. Monsieur Ngoss, je vais vous dire que je n'ai en vérité rien à faire des jérémiades d'une coalition de criminels qui paniquent face à leur future déchéance qui s'avère inévitable. Je m'intéresse en réalité plutôt aux éléments qu'il faudrait mettre en place afin d'assurer la réussite de cette mission de libération du Mali et subséquemment les bons principes qui devraient encadrer la gestion de cette liberté retrouvée afin de pérenniser la paix et le bon vivre ensemble entre les Maliens. Donc, pour répondre à votre question, je vais commencer par mettre les choses en perspective. En rappelant brièvement les acteurs en présence dans le théâtre malien. La coordination, comme vous dites, des mouvements de l'Azawad fait partie de la catégorie dite des groupes armés non djihadistes. Elle contient entre autres la coalition de l'Azawad, elle contient le mouvement du salut pour le salut de l'Azawad, la coordination des mouvements de l'entente.
Il y a également la catégorie des groupes armés dits djihadistes, dans laquelle on retrouve, entre autres, Ansar al-Din, Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, Al-Mourabitoum, Katiba Massina, l'État islamique dans le Grand Sahel. Maintenant, on peut parler des forces armées étrangères occidentales. La France, avec 6 stations militaires à l'intérieur du Mali et 3 au Niger, c'est-à-dire à l'est et au sud-est du Mali, notamment à Alit, à Difa et à Niamey, vous montre déjà quelle est la visée que la France a. En plus, elle a une autre station à Ouagadougou au Burkina Faso, c'est-à-dire au sud du Mali. Les États-Unis sont présents avec 2 stations militaires au Niger, l'une à Niamey et l'autre à Agadez. L'Allemagne et l'Italie ont chacune une station située à Niamey. Donc, maintenant, je vais toucher le camp des loyalistes, c'est-à-dire les partisans de la libération du Mali. Mais avant cela, il faut dire un mot sur les manœuvres de l'ONU. Le 30 août 2021, l'ONU a adopté la résolution 2590 qui renouvelle le régime des sanctions contre le Mali pour 1 an. Et son soi-disant panel et redonne un mandat à son soi-disant panel d'experts jusqu'en septembre 2022. Avant cette résolution, il y a eu la résolution 2584 qui renouvelle le mandat de la MINUSMA jusqu'au 30 juin 2002. Maintenant, place à la coalition à laquelle incombe la mission sacrée de libération du Mali. On a l'armée malienne suppliée par les milices loyales au pays. Il y a vous, de la galaxie panafricaine, dont tous les panélistes font partie, et bien sûr le groupe Wagner, dont les faits d'armes sont absolument impressionnants et parlent d'eux-mêmes. Le groupe Wagner a intervenu à la guerre de Crimée, au Donbass, en Syrie, au Soudan, en Libye, en Centrafrique. Et voilà les terrains d'opération sur lesquels elle a mis en déroute l'État islamique, le front Al-Nusra, Taï Hacham, Assa Aïsouna, un ramassis d'organisations criminelles soutenues par les alliés occidentaux. Le groupe Wagner traîne avec lui un ensemble de partenariats de premier plan. Vous avez l'armée russe, l'armée syrienne, la garde révolutionnaire iranienne, l'armée centrafricaine, l'armée nationale de Libye, l'armée mozambicaine, avec un CV aussi impressionnant, c'est-à-dire la frousse des criminels se comprend assez facilement. Mais les Maliens et les Panafricains ne vont pas se croiser les bras et demander à Wagner de faire tout ce travail à leur place. Nous avons le devoir sacré d'aider Wagner à nous aider. Je termine en répondant à votre question avec ce premier en disant, comme vous l'avez rappelé, le Mali, c'est 1 240 000 km², environ 20 millions d'habitants assis sur l'or, l'uranium, le phosphate, le manganèse, la bauxite, le fer, le pétrole, l'eau douce et j'en passe. Et vous allez remarquer donc que les positionnements des stations militaires occidentales, leur positionnement n'est pas fortuit. Elles lognent entre autres, vous voyez l'uranium de Kidal, le phosphate de Tinemsi, l'or de la région de Sikasso, et il est l'heure, comme on dit, de siffler la fin de cette récréation. Donc quand on reviendra, on va parler de la façon dont nous aurons accompagné Wagner dans sa mission. Je vous remercie. Docteur Paul Bekima, je vais me tourner vers vous, Charlie Kenyé, vous qui étiez justement du côté du Mali, vous avez fait d'ailleurs des études, vous avez également fait des conférences dans ce pays-là. On sait également que la France, ça fait 60 ans qu'elle est au Mali. Si on va calculer justement les autres années où elle est là aujourd'hui, le Mali est-il devenu une propriété de la France au point où la France refuse de partir? Non, écoutez, le Mali ne serait et ne sera jamais une propriété de la France. Le Mali est une propriété des Maliens. Donc, aujourd'hui, ce qu'il est clair, et il faut le faire remarquer aux Africains, c'est que la France joue son bateau. Parce que selon les experts ou alors les analystes et les économistes français, la France, sans les 14 pays de son précaré, quitterait de la 9e puissance. Parce qu'aujourd'hui, elle est la 9e puissance. Elle est en train de basculer même pour être la 10e puissance. Donc, elle quitterait justement de cette 9e puissance à la 24e puissance au monde. Donc, je tiens à vous rappeler que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Afrique, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire. C'est pourquoi il est impératif pour nous qui pensons ce genre de problème de réellement dire aux Africains les enjeux qui s'y trouvent là-bas. Et le docteur Paul Bekima a dit quelque chose de pertinent. Analysez toutes les bases militaires dans le nord du Mali. Elles obéissent à des points stratégiques et miniers très très importants.
Il vous a parlé tout à l'heure de l'uranium de Kidal. Et il y a une base militaire là-bas. Il vous a parlé de Difa, les mines de phosphate et d'autres. Il y a également Arlit. Ils ont une base militaire à Arlit. Et quand vous allez à Arlit, dans cette partie du nord, la région d'Arlit est la région la plus immensément riche du Mali. Je dis bien la plus immensément riche du Mali. Allez sur Google et faites des recherches dessus. Donc il faut comprendre que ce que la France est en train de faire, c'est-à-dire qu'elle est propre à son jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a fait savoir à ceux dont on a parlé tout à l'heure, le mouvement de l'Azawad, de l'Azawad, quand elle les appelle à la table de négociation justement pour parler des accords d'Alger, c'est cette même France qui, retour des accords d'Alger, se plaît à dire à cette coordination, à ce mouvement, de ne pas aller dans la matérialisation de ces accords-là. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la matérialisation de ces accords-là, elle devait se rapprocher du gouvernement de Bamako pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il devait constituer un gouvernement d'union nationale. Ce qu'ils ont refusé de faire expressément. Pourquoi? Parce qu'en faisant ainsi, la France joue sur deux tableaux. D'un côté, elle dit au gouvernement de Bamako que nous sommes avec vous. D'ailleurs, nous prouvons, ou alors nous essayons de trouver des propositions pour justement ramener la paix et la sécurité dans l'autre pays. De l'autre côté, elle dit aux rebelles, parce qu'en réalité, ce sont des rebelles. Tout ce qu'on tourne là, ce sont des rebelles, ce sont des terroristes. Et de l'autre côté, elle dit aux rebelles, non, vous voyez que nous essayons de vous entretenir pour justement vous aider à ce que vous ayez votre autonomie. Pourquoi? Parce que si au cas où le gouvernement de Bamako gagne cette guerre, elle dira, nous vous avons aidé à remporter la victoire sur les rebelles. Et si c'est de l'autre côté, ce sont les rebelles qui justement parviennent à avoir leur autonomie, elle dira que nous avons besoin de cette région-là. Parce que derrière ces enjeux, il faut comprendre que l'exploitation, par exemple, de Areva, je crois que le nom a changé, à Niamey, avec Orano, on parle de Orano. Orano, exactement. Du côté de Niamey, selon les experts également français, c'est une réserve qui est en train de tarir. Donc, il faut aller à la recherche de nouvelles terres. Et justement, parmi les nouvelles terres, il y a l'uranium d'Arlit. Il y a les mines d'uranium d'Arlit, dans le nord, où justement une base française se situe. C'est dans ce même registre que vous allez voir, nous avons des problèmes ici au Cameroun. C'est-à-dire que subitement, dès qu'une mission d'exploration chinoise nous a fait savoir que nous avons de l'uranium du côté de Guinée, on a commencé à citer une certaine accélération des attaques de Boko Haram. Donc, oui. C'est de ça dont il est question. Donc, je terminerai par dire que nous sommes justement dans le jeu de le marketing, c'est-à-dire que la France est forte à ce jeu-là, mais ça c'était avant, c'est-à-dire que c'était avant qu'il y ait des chaînes comme DBS qui arrivent, qu'il y ait des panélistes comme ceux que vous voyez autour de cette table. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train de dire, ce dont ils sont en train d'accuser aujourd'hui la société Wagner, vous verrez qu'il y a un média du côté de la Centrafrique qui s'appelle Kobo News, qui justement, parce qu'ils perçoivent des pots de vin mensuels du côté de l'ambassade française à Bangui, se plaisent à raconter ce tas de conneries, c'est-à-dire il ne se passe pas un jour sans que le média centrafricain Kobo News ne vous pondent des annéries sur la force Wagner, comme quoi ils seraient accusés de viol, ils auraient violé des mineurs. Des exactions et tout ce qui va avec. C'est leur habitude, donc c'est leur habitude, c'est pas nouveau. C'est le même schéma avec la CMA justement, qui est en train d'être instrumentalisée par le Quai d'Orsay pour justement pondre ce genre de communiqué, pour appeler ou alors pour essayer d'appeler un certain nombre d'acteurs du jeu malien à leur cause, à savoir empêcher l'arrivée des forces Wagner sur le territoire malien. Mais qu'il n'en est faux, il faut savoir que tel que les choses sont en train d'évoluer, j'aimerais dire la coordination de mouvement de l'Azawad, parce que on l'a dit ici, mais je crois qu'on n'a pas bien appuyé, ils n'ont non seulement pas, je crois que c'est Amina Fofana qui le dirait, ils n'ont non seulement pas la légitimité parce qu'ils ne parlent pas à l'État malien, c'est ce qu'elle nous a fait savoir d'ailleurs. Ils n'ont non seulement pas la légitimité, que ce soit l'État malien ou même de parler à la communauté internationale ou au peuple en général, ils n'ont non seulement pas la légitimité, mais ils n'ont pas la légalité. Ils auraient pu avoir la légalité si au moins ils étaient rentrés dans les accords, dans le respect des accords d'Alger. Donc, mais vous voyez que même dans le cadre des accords d'Alger, ils se sont retirés parce que justement, on leur avait dit non, vous n'avez pas besoin de ça, on a à préparer vos arrières, restez dans la rébellion. Pourtant, ils demandent à respecter les accords d'Alger. Justement, ils vont même plus loin, ils parlent à respecter les droits de l'homme, mais ça me fait rire. J'ai dit waouh, c'est vous demandez au respect des droits de l'homme, vous qui avez tant bafoué ces droits de l'homme, vous qui avez marché dessus, vous qui, je sais pas quoi dire. Donc, vous comprenez qu'on est dans un jeu de manipulation, on est dans un jeu de dupes, mais malheureusement pour eux, je pense que celui qui préside aujourd'hui à la destinée du peuple malien, à savoir le colonel Assimi Goïta, a réellement compris, qui nous disons d'ailleurs bonjour, à qui nous disons bonjour, a réellement compris les enjeux, parce qu'on nous a habitués tellement à parler du jeu ou bien les enjeux. Or, en réalité, derrière le jeu se cachent les enjeux, et c'est justement les enjeux qui conduisent le jeu. Donc, ce qui est bien et ce qui est impératif, et ce qu'on peut retenir ici, c'est que ce qui est en train de se passer du côté du Mali est justement sonne le glas et peut-être sonne l'éveil enfin des peuples, parce qu'à côté de la situation malienne, je peux vous rassurer que les peuples ou alors les pays voisins vont prendre le mouvement.
Et c'est justement le vœu le plus cher de tous les Africains que tous les autres pays voisins prennent justement le pas sur ce qui va se passer dans les jours à venir. Docteur Béni-Kriskis, et je vais me tourner vers vous. Pendant que la France pille, exploite l'or, l'uranium, la bauxite et le pétrole du Mali, les enfants maliens périssent dans le désert en fuyant la pauvreté. Pourtant, eh bien, le Mali, on va le dire comme ça, est encerclé par des bases militaires françaises, américaines, suédoises et sans oublier la force Takuba qui est actuellement de ce côté-là. Est-ce la scission du Mali qui se prépare aujourd'hui? Merci beaucoup Steve Ngoz. Déjà, je salue tous nos panélistes qui sont hors antenne, et qui sont hors plateau, par exemple, qui sont à l'extérieur du pays avec leurs analyses très pertinentes. Aussi, emboîter le pas aux analyses de mon cher frère, le géostratège kenyan, qui vient d'emboîter aussi les pas à ce que le docteur Bekim vient de dire ici. Moi, je vais plutôt répondre à votre question en parlant de trois aspects très importants de la question qu'il ne faut pas oublier. Oui. En parlant des évidences, la nécessité et les enjeux. Parce que c'est ça l'importance. Les évidences, la nécessité et les enjeux. Oui. Déjà, parlons des évidences. Les évidences sont claires. La première évidence, c'est qu'il y a une prise de conscience terrible des Africains de rompre avec le paternalisme infantilisant de l'occidentalisme, de l'impérialisme français en Afrique. C'est cette veille de conscience qui fait que partout en Afrique, le peuple se lève. Le peuple ne se lève pas forcément contre les États défaillants, parce qu'il faut le dire, la raison d'ailleurs des coups d'État. Parce que le cas du Mali, la France est en train de brandir la menace, parce qu'il s'agit d'un coup d'État. Il faut forcer le colonel Assimi Goïta et toute la grande équipe qui l'accompagne à donner des gages à qui? À la France. Non, je pense que la junte, comme on les appelle, la junte militaire n'a pas de gages à donner à la France, mais plutôt au peuple malien. Parce que c'est le peuple malien qui s'est mis en avant, en danger, pour pouvoir revendiquer à quoi ils aspirent le plus, la liberté, l'autonomie et l'indépendance du territoire sud, surtout l'unification du Mali. Pour répondre à votre question, mais le Mali n'est pas uni aujourd'hui, territorialement parlant. Le Mali n'est pas uni. Le Mali est balkanisé. Et le projet de la France, c'est de poursuivre le plan de la balkanisation du Mali. Et diviser le Mali pour qu'on crée un autre État, là où on va trouver justement la CMA. Exactement. C'est cela le plan de la France, c'est balkaniser le Mali comme ils l'ont tenté avec d'autres territoires en Afrique, en l'occurrence la RDC et d'autres pays. Ils veulent balkaniser ce pays, surtout des pays stratégiques qui regorgent assez de ressources pour pouvoir demain alimenter les politiques de développement autonome du continent africain. Donc les évidences sont là. La première évidence, c'est cet éveil de conscience. Nous avons vu au Mali comment le peuple s'est mis en avant. Le peuple s'est levé pour dire fini la France-Afrique, fini les États dépendants des ordres du Quai d'Orsay. Nous avons besoin de dirigeants qui incarnent l'Afrique, qui répondent aux aspirations de leur peuple. Et je pense que le colonel Assimi Goïta a compris, avec toute l'équipe qui l'accompagne, qu'il faudrait répondre à ces aspirations populaires en naviguant contre les courants de l'impérialisme français. On ne peut pas laisser l'Afrique entre les mains de ces technocrates ou de ces oligarques français qui continuent de tirer les profits de la déstabilisation du territoire africain en s'aimant et en alimentant, n'est-ce pas, en s'aimant la division, en alimentant le terrorisme et tous les réseaux qui vont dans ce sens. Qui finance, par exemple, les bandes terroristes dans le Sahel? C'est l'Occident, en général et en particulier la France. Comment pouvez-vous imaginer, dès lors qu'on a annoncé des possibles accords entre l'État malien aujourd'hui et les groupes Wagner, la coordination, la ZAWAD, pond un communiqué qui a été au préalable annoncé par le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian, à Mondo Vision, à France Info. J'ai encore relié cette vidéo aujourd'hui à 3 heures, où il déclare fort et simple que si l'État malien va dans le sens de signer un accord, ces partenariats pour que le groupe Wagner arrive au Mali, il faudrait que la junte assume ses responsabilités. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons donc continuer de financer les terroristes, les séparatistes, pour vous mettre mal à l'aise, parce que nous ne voulons pas d'une Afrique indépendante et des gens qui s'affirment dans cette direction.
C'est cela les menaces. Donc, si Quai d'Orsay n'a aucun lien avec ces groupes de l'Azawad, pourquoi est-ce que les communiqués doivent vraiment suivre la même ligne? C'est parce que c'est... On a l'impression justement que c'est un copier-coller. C'est du copier-coller parce que ces groupes terroristes sont justement alimentés par les Quai d'Orsay pour diviser le Mali, pour semer l'insécurité, et qui profitent de l'insécurité, c'est les entreprises françaises. Nous avons les vidéos qui montrent le militaire français en train d'exploiter de l'or et du pétrole du côté de Kidal et dans les territoires occupés par les sécessionnistes. Bon, faisons juste le bilan, parce que nous parlons des évidences. Qu'apporte-t-on la présence française en Afrique? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Oui. Allons-y en Centrafrique. Combien de militaires suréquipés? Vous êtes là pour faire quoi? De la gendarmerie? Vous avez aidé quel pays africain à avoir une armée responsable, capable de s'auto-défendre, de défendre sa population? Vous ne l'avez pas fait. Vous entretenez le flou, en même temps vous fragilisez les armées, en sémant la zizanie, la division, et en même temps vous alimentez les groupes terroristes pour pouvoir mettre à mal les États qui veulent s'affirmer dans l'optique de l'indépendance. Ça, ce sont les évidences. La deuxième évidence, c'est le sentiment anti-français qui s'installe. La France sait que le sentiment anti-français est réel. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que nous aussi, on doit utiliser les mêmes termes que... Mais je pense qu'il y a vraiment un sentiment anti-français. Et cela est justifié. Pourquoi? Parce que la France joue les troubles faits. Vous alimentez les réseaux mafieux qui déstabilisent nos pays, qui violent nos femmes, qui pillent nos pays. En même temps, vous prétendez aider nos pays et les dignes fils et filles de l'Afrique qui pensent qu'il faut aller vers la rupture de ces partenariats infantilisants. C'est double jeu. Avec la main gauche, vous amenez la démocratie. Avec la main droite, vous amenez le terrorisme. Entre guillemets. Hein. Entre guillemets, voilà le jeu trouble. Donc, vous allumez le feu et vous venez le matin à Saint-Pierre-Pompier. Ça dit que les Africains ont compris. Ça, ce sont des évidences. Et ces Africains qui ont compris doivent se projeter devant la scène pour dire stop. Même si cela vient par l'armée, cela est justifié. Qu'est-ce qu'a fait Mao Tse-tung pour que la Chine se développe? Il a pris l'option militaire parce que l'occupant était armé. Je pense qu'à un moment donné, la réponse africaine face au terrorisme doit être militaire. Donc, nos frères d'armes doivent s'élever pour défendre ces continents. Et donc, ce que la junte malienne est en train de faire est justifié. Et je pense que toute la galaxie panafricaine accompagne ces élans. Maintenant, revenons à la troisième évidence, la question du non-alignement. Elle doit être très importante. Nous devons la souligner. Le groupe Wagner, comme on le dit, c'est le groupe de mercenaires, un mercenariat, comme la France est en train de les pondre. Mais souvenez-vous encore de celui qu'on appelait Bob Denard. Bob Denard, oui. Bob Denard, qui fabriquait donc les mercenaires pour déstabiliser les pays africains. Ce n'est pas la France. Si aujourd'hui nous avons besoin donc de ces mercenariats pour scotcher nos militaires, encourager nos armées à être aguerries, et avoir des armes et des outils pour pouvoir défendre l'Afrique, moi je pense que c'est encouragé. Puisque vous avez nourri un mercenariat qui a créé le terrorisme et qui détruit nos pays, qui menace la souveraineté de nos pays, je pense qu'à un certain moment, nos frères qui sont si valeureux doivent aussi aller donc dans le sens d'appeler ceux qui peuvent nous apporter de l'aide. Mais dans tout cela, il y a aussi des choses à épingler. Pourquoi? Parce que souvenez-vous de l'Angola par exemple. L'Angola est victime de cette guerre froide entre le capitalisme et le socialisme. Donc, il faut savoir qu'à un moment donné, l'Afrique, comme je l'ai, sinon pas prédit, mais sinon comment je le préconise avec la charte du panafricanisme, qui est d'ailleurs déjà rendue publique, qu'on peut vérifier à travers les réseaux sociaux. Et déjà, il y a un site qui est en train de s'ouvrir pour montrer aux Africains que le panafricanisme visionnaire a des articles de loi qui stipulent prioritairement une Afrique aux Africains. Et si nous regardons dans ces articles-là, nous parlons de ces dangers-là, de l'alignement à un de ces blocs. Parce que qu'on le veuille ou non, le Russe, à travers le groupe Wagner, défend aussi ses intérêts. Mais ce partenariat peut être bénéfique à l'Afrique dans la mesure où on accompagne justement l'armée africaine, les armées des États africains, à pouvoir s'affranchir de ces partenarialismes infantilisants, mais aussi à former quand même une classe militaire qui sera capable demain de former d'autres et ainsi de suite, de parvenir à une unité militaire ou sinon un ordre stratégique visant à définir l'autonomie de l'Afrique. Nous l'avons vu du côté de la Centrafrique. Les groupes Wagner n'ont pas violé. Qui violait les femmes centrafricaines en Centrafrique? Les enfants, ce sont les Français. La force Sangaris. La force Sangaris.
Nous avons des vidéos, nous avons les images. Donc, ce n'est pas le groupe Wagner, même si quelque part Wagner aussi doit défendre les intérêts de la Russie, parce que vous savez, il y a un coût à cela. Plus de 10 millions de dollars par mois, des hommes qui mettent leur vie en danger pour vous aider. Mais je pense que moi j'ai une triste expérience de mon propre pays qu'on appelle la RDC, où celui qu'on appelait à l'époque, il n'est plus de ce monde, le Cubain, l'Argentin devenu cubain qui a accompagné Fidel Castro, le Che Guevara, qui arrive en RDC, en République démocratique du Congo en 1965, qui formait justement le rebelle lumumbiste qui luttait contre l'impérialisme occidental derrière Mobutu, qui prenait, n'est-ce pas, le contrôle de tout le minerai du pays, qui les exploitait au détriment du pays. Mais Che Guevara a fait la triste expérience de voir des gens autour de lui qui n'étaient pas aguerris ni engagés. Donc je pense qu'un engagement comme celui de l'État du Mali avec les colonels Assimi Goïta, avec les grandes dames comme Madame Fofana ici sur le plateau, qui, à Mondo Vision, affirme cette indépendance d'esprit, doit être accompagné par toute la galaxie panafricaine et doit inspirer d'autres pays, parce que cette France-là n'aura jamais intérêt à voir l'Afrique se développer, s'auto-affirmer, aura toujours intérêt à utiliser des marionnettes, des gens incapables de s'affirmer. Si la Chine est devenue une puissance, c'est parce qu'un Mao Tse-tung s'est élevé contre l'impérialisme occidental. Et je pense, pour chuter là-dessus, que la dynamique qui est prise par la junte au Mali doit non seulement inspirer les États africains, qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'on ne peut se débarrasser d'un ennemi armé que par un armement spirituel, psychologique et physique, donc un engagement sur les fronts de la bataille. Et quel est ce front de la bataille aujourd'hui? C'est le terrorisme, la division de l'Afrique, l'amiettement de nos États, l'affaiblissement du tissu social des Africains, pour qu'on dise que cette Afrique-là, en réalité, est incapable, alors qu'il y a des grands cerveaux et des patriotes. Pendant ce temps, Omer Seda, est-ce la prise de conscience et surtout cette soif d'indépendance des Africains qui fait peur aujourd'hui à la France? Elle qui a demandé et fait d'ailleurs des injonctions aujourd'hui au Conseil national de transition de, il faut le dire comme ça, de préparer une élection à venir et surtout d'écourter, on va le dire comme ça, son mandat. Encore la fameuse France. Mon cher Steve, que puis-je dire d'autre si ce n'est emboîter le pas à ces imminents consultants qui ont posé le droit là où ça fâche. Écoutez, je suis habitué à attribuer hors sujet et je m'apprête peut-être à recevoir hors sujet parce que je ne vais pas vous répondre. Les analyses des experts, le stratège kenyan, Dr Benikris, Dr Bekima, Polela et Fofana m'ont ouvert les yeux, m'ont permis de comprendre, de saisir la quintessence même de cette thématique. Oui. Vous parlez du Mali, nous parlons du Mali, mais curieusement, c'est le nom de la France qui intervient à tout bout de champ. Ça pose un problème. Je vois là, on parle d'un communiqué, la coordination des mouvements de l'Azawad contre l'arrivée de Wagner. Maintenant, il faut rappeler que c'est une coordination des groupements terroristes. Exactement. Clair. Le docteur Bekima m'a permis de comprendre, et je vais prendre cela à mon compte, c'est le Quai d'Orsay. C'est pareil. Et comme j'ai tantôt dit que je vais assumer ce hors-sujet, moi je ne vais pas aller dans le sens de dire que c'est les mouvements Azawad qui sont contre l'arrivée de Wagner. C'est Paris. C'est la France. Mais ce fameux pays, vraiment, cette France, quand on parle de l'exploitation à outrance de l'Afrique, la France est invitée. On a parlé tantôt de l'uranium de Kidal, des richesses du Mali. La France est là pour piller. Quand on parlera des mercenaires qui ont orchestré des coups d'État en Afrique, il y a un nom français qui va s'inviter, Bob Denard. Mais quand on va parler d'un président qui s'est donné le toupet de s'adresser à un président africain démocratiquement élu, en lui intimant l'ordre de quitter le pouvoir dans des heures qui suivaient, c'est encore un Français, M. Sarkozy. Oui. Quand on parlera d'un Français qui viendra tapoter les présidents africains comme s'il s'agissait de ses enfants, c'est encore un Français.
Emmanuel Macron. Mais quel est donc ce pays qui ne sème que la merde, la désolation en Afrique? Il faudrait bien comprendre que la France est en train de mourir dans son propre film. Je voudrais parler de façon triviale. Vous avez là un chef bandit, quelqu'un qui organise l'insécurité pour piller. Parce que qui dit terrorisme doit dire France. Parce que l'armement de ces terroristes, c'est pas pour M. Charlie Kenny qui me démentira, mais ils les tiennent de la France. Et cette France qui joue donc aux sapeurs-pompiers, alors qu'ils sont en réalité des pyromanes, ils font tout pour installer l'instabilité afin de procéder à la manipulation qui semble être leur domaine d'expertise avéré. Comme pour dire que ce qui se passe du côté de Mali, c'est en quelque sorte des battements de l'aile d'un coq qui est en train de mourir. Vous avez déjà vu le coq mourir? Quand le coq veut mourir... Je vous rappelle quand même que c'est l'effigie de la France. Hein. Ben, il n'y a pas... Peut-être que j'ai la chance de ne plus être au sujet. Ça veut dire que je réfléchis pour moi. Mais c'est pour dire que nous ne sommes plus les aboyeurs, simplement. Nous disons à nos amis de France qui ont ce génie, qui ont cette intelligence, qui ont cette prétention de dire qu'ils sont la patrie de liberté, de démocratie, que cette démocratie tronquée, cette liberté violée qu'ils viennent s'aimer en Afrique, nous en avons marre. Il est temps de définir de nouveaux paradigmes pour des thèmes de coopération gagnant-gagnant. Et c'est le cas pour le Mali. Parce que nous avons exploré le côté historique en voyant cette longue présence militaire française au Mali, cette présence des forces militaires françaises au Mali. Qu'est-ce que cela a apporté au juste dans le processus de développement du Mali si ce n'est l'insécurité et la misère? Comme pour dire que, honnêtement, ce coq qui est en train de battre de l'aile, qui est en train de mourir... Certains de nos téléspectateurs déclarent d'ailleurs que le coq est déjà dans la marmite. Hein. Ben, pas si ça avec ce symbolisme... Je vous détends un peu, hein, messieurs. Je dirais simplement que, vous savez, là où la France passe, elle sème la désolation, la pauvreté, la misère et la mort. Et là où la Russie passe, je ne voudrais pas être ici l'avocat de la Russie. Je vous dis simplement que la Russie vient effacer toutes les douleurs que la France sème en Afrique. Dr Bénécris a fait mention de la RCA avec cette implication de cette dynamique de Wagner qui a permis plus ou moins de créer une certaine stabilité en RCA. Mais si c'est le cas avec l'arrivée de cette force, cette dynamique au Mali, mais pourquoi est-ce que vous voulez que le chef bandit ne soit pas dans la panique? Ça veut simplement dire que eux, ou du moins la France, pour parler de façon pratique, cette France qui organise le terrorisme pour piller, lorsque les Russes seront là, on verra véritablement la face du terroriste. On se rendra compte que le terroriste, ou alors ceux qui ont écrit le communiqué pour interdire l'arrivée des Wagner, il ne s'agit pas des moments Azawad, il s'agit du Quai d'Orsay. Oui. Il s'agit très très respectueusement, il faut le dire, de M. Le Drian qui a pris le devant de la scène pour parler du Mali. Mais mon Dieu, je me demande si le Mali est une région de la France. Comment est-ce que la situation des Maliens, qui est chaotique depuis des années avec la présence des Français, n'a jamais préoccupé les Drian? Mais quand il s'agit de penser à redynamiser l'armée malienne pour une véritable autonomie, il y a la panique. Comme pour dire que la France a craché en l'air, il est temps de recevoir sur sa face. Nous accompagnons, je souhaite, et je le dis, comme mes prédécesseurs l'ont dit, l'arrivée des Russes, ce n'est pas une façon de dire que nous allons croiser les bras, mais nous sommes inscrits dans une dynamique qui nous aidera à nous débarrasser de ce pays qui n'a semé que la merde en Afrique. Et si tel est le cas, je salue les Maliens qui ont compris que ça n'a que trop duré et que le paternalisme que la France a installé en Afrique doit prendre fin. Nous allons définir des nouveaux paradigmes qui devraient permettre de comprendre que
Le Mali, c'est pour les Maliens. La France, c'est pour les Français. Il est hors de question que les Drians se permettent de croire qu'il a des injonctions, des leçons à donner aux Maliens. Merci à vous, Omer Seda. Albert Anatole Haïzi, pendant ce temps du côté de la France, on incite d'ailleurs le Conseil national de transition à organiser des élections. Pourtant, le Mali est en guerre. En fait, pour certains Africains d'ailleurs, la majorité des Africains, il faudrait d'ailleurs que le Mali gagne cette guerre, pacifie son pays, avant justement d'organiser une élection. Écoutez, je le dis sans embâche, la priorité actuelle au Mali, ce n'est pas les élections. Voilà, ça il faut le dire de manière claire. La priorité actuelle au Mali, ce n'est pas les élections, c'est la priorité est l'ordre sécuritaire. Que ce soit, tant que la situation sécuritaire n'est pas stable, que la transition dit 20 ans, c'est mieux. Non, c'est clair. Deuxième chose qu'il faut dire, chaque fois qu'on est débattons de la question malienne, il y a certains éléments quelquefois que nous occultons, nous devons les mettre sur la table. Oui. Lorsque nous demandons le départ de la force Barkhane et ses alliés, il y en a qui croient que c'est dans le complotisme. Non, je présente les faits. Je vais les chercher dans le cahier de charge des forces opérationnelles au Mali. Quel était le cahier de charge de la force Barkhane? Soutien aérien, renseignement. C'était pas le déploiement au sol. Ça, je passe sur le contrôle de Madame Fofana, qui est fille membre du Conseil national de la transition. J'ai bien le cas de charge de Barkhane, c'était le soutien aérien et le renseignement. C'était pas le déploiement au sol. Maintenant, quel était le cas de charge de l'aménagement? C'était les opérations prolongées, c'est-à-dire au sol. En soutien avec les FAMA, c'est-à-dire les forces armées maliennes. Maliennes, oui. Mais que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui, Kidal devienne un État dans l'État? Tout à l'heure, peut-être vous tergiversez en disant qu'on est en train de voir Balkan. Mais le Mali est balkanisé. Je l'ai dit. Kidal. Et Gao. Non, Gao, c'est pas encore. C'est relativement sous contrôle de la même malienne. Mais Kidal, c'est un État dans l'État malien. Vous avez là-bas un déploiement de 4000 hommes. Dis bien, vous avez un déploiement de 4000 hommes là-bas. Et ces 4000 hommes constituent à la fois la force Barkhane et alliés, où justement les forces armées maliennes sont interdites d'entrer. Maintenant, si Mme Fofana va aller faire un peu de tourisme du côté du Kidal, on va la rançonner, on va lui demander une rançon. Ça, il faut le dire de manière très claire. Et vous avez donc là-bas également le pillage des ressources qu'on a convoqué tantôt. C'est la raison pour laquelle la France n'a pas envie de partir. Dans le communiqué qui fait le prétexte, n'est-ce pas, de cette émission, de cette thématique, je veux dire, le signataire convoque les accords d'Alger. Mais que disent les accords d'Alger? Mais les accords d'Alger consacrent ce qui existe déjà. C'est-à-dire que Paris commerce avec les terroristes, cause avec les terroristes dans Sardine et l'Azawad, n'est-ce pas? Au même moment, c'est-à-dire le MLA, si vous voulez, c'est-à-dire le mouvement national de libération de l'Azawad, au même moment, le même Paris donne les injonctions aux autorités de transition de ne pas causer, de ne pas discuter avec le groupe de soutien à l'islam, au groupe de soutien à l'islam et des musulmans. Ça fait donc des contradictions. Quand je dis cela, il nous revient également du côté du Mali, ceci que la MINUSMA déclare que son mandat n'était pas d'engager des opérations au sol. C'était pas venu faire la guerre. C'était venu pour faire quoi? La MINUSMA est venue faire quoi au Mali si c'était pas pour venir faire la guerre aux terroristes? Interposition. Non, il faut qu'on le dise. Là également, je parle sous le contrôle d'un membre du Conseil national de la transition malienne. Quand j'ai mis ces éléments sur la table, il est donc clair que ça, c'est une légère digression. Pendant que Jean-Yves Le Drian qualifie l'Australie d'état supplétif des États-Unis dans le cadre du conflit qu'il est lié dans le fameux contrat de sous-marin, mais la France accepte quand même accepte que le Mali soit son état supplétif. Allez voir où est l'erreur. Donc aujourd'hui, plus que hier, si lorsque vous avez fait ce constat,
C'est-à-dire que, je vais faire oublier un détail. Chaque opération militaire de la force Barkhane est alliée sur le sol malien coûte 1 milliard par jour. 1 milliard de francs CFA par jour. 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs. Je parle sur le contrôle d'un représentant du Conseil national de transition, Amina Fofana. 1 milliard de francs CFA par jour. Ça, c'est le colonel Assimi Goïta. Ce sont ces chiffres qui le dit, c'est lui qui le dit. Hein. Oui, oui. Il y a la vidéo. Ça veut donc dire que finalement, et c'est l'État malien qui paye l'ardoise. Ça veut dire qu'en réalité, la présence française au Mali, c'est pour faire quoi? C'est pour faire le business. Piller. La France n'est pas au Mali pour faire la guerre. La France est au Mali pour faire du business. La preuve, c'est que la plupart de ces forces qui sont déployées sur le territoire malien, pour eux, ils sont en mission, n'est-ce pas? Ça permet de faire... Charlie Kenyé va nous donner dans un instant. Voilà, hein. ça permet de faire bouillir la popote. Justement. Alors, oui, ça permet également de piller, de violer. Quand on tue les populations civiles, c'est une bavure. Quand on est honnête, quand on veut bien être honnête, c'est une bavure. Quand on ne veut pas être honnête, on dit que non, ce sont les terroristes. Lorsque vous faites ce genre de constat que je viens de faire, je pense que la plupart des téléspectateurs qui nous suivent comprennent justement qu'ils ne sont pas dans le complotisme, ce sont les faits qui sont vérifiables. C'est-à-dire que c'est l'État malien qui paie l'engagement français au Mali, soit sur le plan financièrement, soit à travers le type de contrat qui refuse à Wagner. Pendant qu'on dit que, tout à l'heure, Benny Chris parlait, il a convoqué un personnage bizarre. Bob Denard. Oui, je veux même prendre un cas plus concret qui s'est également déroulé sur le sol malien. Effectivement. À quel titre Gali Security, je veux dire, les éléments de Gali Security ont-ils formé la sécurité prudentielle malienne? C'est la garde rapprochée de Ibeka. C'était les mercenaires ou bien les paramilitaires? Ce sont les paramilitaires. Comment ils se font appeler? Non, je veux dire, il faut quand même qu'on nous dise, il faut qu'on soit sérieux. Ce sont des mercenaires, vous voulez? Non, je veux dire, puisque les paramilitaires de Gali, les paramilitaires russes de Wagner sont les mercenaires. Et les paramilitaires de Gali Security de Benas Kouachini, ils sont quoi? Ils ne sont pas des mercenaires qui ont été payés, soit dit en passant, par l'argent du contribuable camerounais. Donc moi je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Il est clair qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait l'état des lieux, la France n'est pas au Mali pour faire la guerre. La MINUSMA n'est pas au Mali pour faire la guerre aux terroristes. Takuba n'est pas au Mali. Il faut évacuer toutes ces forces-là. Et qu'on applique véritablement un des aspects des fameux accords d'Alger, c'est-à-dire qu'on redéploie l'armée, qu'on forme d'abord, qu'on reconstitue l'armée malienne, qu'on la forme, et qu'elle prenne véritablement autorité sur tout le territoire malien, parce que lorsque vous avez un État dans l'État comme Kidal, qui est devenu la propriété, n'est-ce pas, de Paris, la preuve c'est que monsieur le Jupitérien, il est arrivé à Kidal, il a reçu les honneurs militaires de la force Barkhane en lieu et place des forces militaires. Nous sommes le 17 alors, 17 ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'a même pas eu la décence d'aller rencontrer les autorités, 17 mai 2017. de maquiller le mépris, la condescendance, l'arrogance, en allant au moins faire allégeance aux autorités de Bamako. Non, il est arrivé à Kidal, il a appelé son larbin qui est venu quand on lui avait fait les honneurs militaires sur un territoire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc moi je pense que lorsque vous avez ce genre d'images, de clichés, franchement la seule chose à faire, comme Monique le disait tantôt, il faut faire la guerre. Quand quelqu'un n'a pas envie de partir de son propre gré, vous lui faites la guerre et qu'il sorte avec force, avec violence. Avec force et surtout avec violence. Je vais me tourner vers vous, Charlie Kenyé. On va prendre justement des chiffres qui nous viennent de vous. On parlait justement chaque balle tirée, soi-disant pour tirer, enfin pour chercher des terroristes, est payée par l'État malien. Tout à fait. Et que tout soldat qui est sur le sol malien est déclaré diplomate. Mais écoutez, et ne peut pas être assassiné. Tout à fait. En réalité, le contraire est très clair. Ils l'ont si bien dit tout à l'heure. L'accord militaire qui lie le Mali et la France sont axés sur 3 grands principes. Allez-y. Le premier, c'est que chaque soldat qui tombe au Mali, chaque soldat français, bien sûr, chaque soldat français, la précision vaut la peine, chaque soldat français qui tombe au Mali, le rapatriement du corps et toutes les charges y afférentes, c'est-à-dire que même en termes de dédommagement de la famille, incombe à l'État malien, 1. De 2, le soldat malien en mission au Mali
n'est pas différent, le soldat français, pardon, le soldat français en mission au Mali n'est pas différent d'un diplomate, parce qu'il ne peut être en cas d'exaction, de délit ou de faute grave, ni poursuivi par la justice malienne, encore moins par la justice française. Ça c'est deux. De trois, l'armée malienne n'a pas qualité à signer des contrats ou alors à faire des achats d'armes stratégiques sans le consentement préalable de la France. Vous comprenez, en réalité, vous ne pouvez pas demander à un pays qui veut s'affranchir de tels accords de dire que non. Et il y a un jeu de dupes dedans parce que on a convoqué ici la MINUSMA. Ce qu'il faut savoir, et c'est là où je salue l'analyse que venait de dire... de faire 3 ans. 3 ans, parce que on semble oublier, mais c'est un jeu de copinage. C'est-à-dire que la force Barkhane, pardon, la MINUSMA aujourd'hui au Mali joue un peu le rôle comme une force d'interposition. C'est le même schéma qui avait été pensé au Cameroun. Ça veut dire que, et c'est le même schéma qui s'était passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ils sont là pour jouer comme une forme de rôle tampon, une zone tampon. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils créent une zone tampon entre le gouvernement de Bamako et les rebelles. Mais d'un côté, ils observent ce qui se passe du côté de Bamako, mais ils ne vont pas rendre compte à l'État central. Ils observent ce qui se passe du côté des rebelles, mais ils ne rendent pas compte à l'État central. Par contre, du côté des rebelles, vous allez voir que la force Barkhane fait des patrouilles mixtes avec les djihadistes, c'est-à-dire le Moudjao, Ansari. Pourtant, ils veulent le faire avec les FAMA. Pourtant, en réalité, ils devaient le faire avec les FAMA, mais ils ne le font pas. Ils font des patrouilles mixtes, comme l'a dit là, les grandes villes du Nord, qui dans les Hautes. La force Barkhane fait des patrouilles mixtes là-bas, aux côtés des mouvements rebelles. D'ailleurs, je pense qu'on a dit bien sur le plateau, la ville de Kidal est administrée par la France. Donc, il faut comprendre que nous sommes dans un jeu de dupes, dans un jeu de copinage, où en réalité, chacun tire son jeu. J'aime souvent le rappeler que, comme vous ne le vouliez pas, vous savez pourquoi les Nations Unies ont le droit d'exister à travers le monde? C'est parce qu'il faut justement ramener la paix et la sécurité. Ça veut dire qu'un monde en paix, les Nations Unies n'ont pas raison d'être. C'est la raison pour laquelle, peu importe les missions de maintien de la paix qui existent partout au monde, vous comprenez un peu, le rôle de ces missions ne sera jamais de ramener la paix et la sécurité, parce qu'ils ont raison d'être pour justement ces causes d'insécurité. Il faut préciser que les zones tampons sont contrôlées par ces bandes armées, donc ils ont le droit de piller les richesses sous le contrôle des personnes. À la réalité, c'est ce que je dis, à la réalité, je vous prends un cas très simple, prenez le nord du Mali, vous verrez que les forces armées maliennes n'ont pas le droit d'y accéder, mais par contre, dans ces parties-là, il y a des sociétés occidentales, précisément françaises et même canadiennes, qui continuent à exploiter de l'or, des minéraux, des pierres et autres. Sécurisés par les forces de Nations Unies. Et vous savez qui vient les taxer? Ce sont justement ces mouvements rebelles-là. C'est-à-dire qu'ils ont une taxe justement dans l'exploitation de ces matières premières. Et c'est grâce à ça justement qu'ils parviennent à financer les opérations sur le terrain. Mais cela va même beaucoup plus loin. Parce que quand vous observez réellement, concrètement, ce qui se passe par là, on vous fait savoir, selon certaines sources sécuritaires proches, que l'armée française fait des largages. Ces populations riveraines, je crois, il y a un quotidien malien qui a eu à faire des révélations sur ça, que des largages se font en pavois aérien d'hélicoptères où on voit à l'intérieur comme pilote des soldats blancs, sans préciser la nationalité, qui font des largages de produits, ce soit des produits de denrées alimentaires et même des armes et munitions dans certaines parties du Mali qu'on appelle précisément les îles Fogas. Donc, vous n'allez pas me dire, quand vous avez de tels éléments, qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où on doit à tout prix dealer ou on doit à tout prix négocier avec un ennemi qui ne vient pas vous aider. Donc, concrètement, ou alors, pour terminer dans ça, j'aimerais également dire quelque chose de précis, et je pense que le docteur Bikima venait de nous dire, l'a rappelé dans ses analyses, il faisait état du fait qu'on est en face d'un schéma précis. Le schéma, c'est lequel? C'est que on ne peut pas partir parce qu'on vit de ça. Je vous disais tout à l'heure que... Pour un pays, donc la France ne partira jamais, il faut lui faire la guerre. Pour qu'elle parte, il faut que Wagner arrive. Et c'est justement ça le danger aujourd'hui. Il faut empêcher que Wagner arrive. Je vais vous dire pourquoi. Je vous disais tantôt tout à l'heure que pour un pays qui n'a pratiquement pas d'usine de production, qui n'a pas de mines d'exploitation de l'or sur son territoire, la France est la 4e réserve d'or au monde, derrière les pays comme les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie, avec pratiquement 2346 tonnes. En même instant, on vous dit que le Mali, qui a une production annuelle de pratiquement 50 à 53 tonnes d'or, n'a aucune réserve d'or sur son sol. Vous pensez que l'or de la France... Et justement, c'est grâce à cet or que la France peut assurer les allocations familiales des chômeurs et autres. Et pendant ce temps, les enfants maliens souffrent. Et chaque fois
qu'un pays essaie d'aller dans le sens justement de cette émancipation-là, on leur apporte la distraction. Je vous prends un cas très simple et je terminerai par ça. Au Mali, vous avez 4 groupes armés, si on peut le dire ainsi. Vous avez les FAMA, les forces armées maliennes, vous avez la MINUSMA, vous avez la force Barkhane, et vous avez la force conjointe G5 Sahel. Oui. Prenez les 4 forces, vous verrez que la seule force qui travaille sur le terrain, c'est les FAMA. Pas quoi? Parce que la force conjointe G5 Sahel, c'est de la pure distraction. Je l'ai démontré sur ce plateau que dès le départ, c'est une force programmée pour échouer. Prenez la MINUSMA. Tous les grands officiers de la MINUSMA dans le nord du Mali sont contrôlés par les Français. Ça veut dire que tous les responsables de la MINUSMA dans le nord Mali sont des Français. Et quand vous ajoutez à ça la force Barkhane, on a démontré ici que la force Barkhane n'est pas au Mali pour amener la paix et la sécurité. Donc sur pratiquement 4 armées présentes sur le sol malien, vous n'avez qu'une seule armée qui réellement travaille pour pacifier le Mali. Les autres en réalité sont ce qu'on appelle des armées supplétives, des armées de pression, des armées d'opposition, des armées de distraction pour empêcher le peuple malien à réellement comprendre les enjeux qui s'y trouvent là-bas. Et messieurs, merci messieurs, permettez-moi de rentrer du côté de Bamako, Mali, où nous attendent Amina Fofana et Paul. Et là, Amina Fofana, le Mali est aujourd'hui infesté par les soldats de la MINUSMA, et sans oublier bien sûr la force Barkhane, le G5 Sahel et bien d'autres encore. Et maintenant, on nous parle du prolongement de la mission des Nations Unies au Mali. Comment est-ce que vous, qui êtes de ce côté-là, acceptez justement la présence de la MINUSMA sur le sol malien? Bon, nous n'acceptons pas la présence de la MINUSMA parce que là, quand on sort, à chaque fois, les mouvements de Yerewolo debout sur les remparts et plein d'autres mouvements, là où on demande le départ de la France criminelle, on demande aussi le départ de la MINUSMA criminelle. La MINUSMA a tiré à balles réelles sur la population en 2016 de Gao, en main nue. On a tué 4 personnes à balles réelles, a tué 4 personnes et a fait 52 blessés. Donc la MINUSMA est au plus... C'est-à-dire la MINUSMA même qui est là, c'est la MINUSMA française. C'est-à-dire que les dirigeants sont des Français. Tous ceux qui sont dans les postes de commandement, ce sont tous des Français. Donc on peut dire que la MINUSMA, c'est une mutation aussi de la France. Donc comme ils sont tous complices en Occident là-bas pratiquement, à part la Chine et la Russie qui opposent leur droit de veto pour protéger le Mali dans certaines situations. Donc la MINUSMA, c'est une MINUSMA française. Et à chaque fois, les populations de Badiagara, les populations de Bougouni, les populations d'un peu partout sont sorties contre la MINUSMA pour lui demander de partir parce que là où la MINUSMA se trouve, il y a des viols là-bas, il y a des crimes, il y a des pillages. Ces vidéos-là existent non seulement sur Facebook, ça existe sur tous les réseaux, ça existe sur YouTube. Donc la MINUSMA joue le même rôle que la France ici. Maintenant, c'est-à-dire que l'accord de défense a placé le Mali sous sa tutorat. Donc la MINUSMA, le Mali est comme l'enfant de la MINUSMA. Donc la France agit, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Emmanuel Macron disait qu'il avait suspendu la coopération, après il est revenu tout seul, sans honte, ni dignité, dire que non, il reprend les coopérations avec le Mali. Entre-temps, il y a le mandat de la MINUSMA qui a été renouvelé et la France, qui n'a même pas parlé avec nos autorités, qui est partie directement à l'ONU, renouveler le mandat de la MINUSMA pour 1 an. La MINUSMA, il faut savoir que son mandat, c'est chaque 1 an. Si la France part, Barkhane, parce que tout ça, c'est la France, les partenaires. Donc, si la France, Barkhane part, si les militaires, les mercenaires français partiront, vous verrez que la MINUSMA n'aura aucune raison de rester ici. Parce que la Russie aussi est au niveau des Nations Unies. Et leur ambassadeur l'a dit hier qu'ils vont prendre des résolutions pour protéger la collaboration entre le Mali et la Russie. La vidéo, peut-être je vais la monsieur est là. Je la lui ai même passée. Il va vous l'envoyer. Donc l'ambassadeur de la Russie a été clair. Ils ont dit qu'ils vont se battre pour protéger le Mali et pour protéger notre relation. Donc la France voit une grande puissance supérieure à elle en surface, en superficie de son territoire, parce que la Russie quand même c'est comme un continent à part.
Donc la France n'est rien du tout, c'est comme une mouche à côté de la Russie. Donc elle voit venir quelqu'un de plus honnête, quelqu'un dont les Africains ont intérêt dans la coopération, parce que j'ai dit un jour que dans tout ça, ici, il y a un fond de racisme contre les Noirs. La Russie n'est pas dans ce genre de choses comme la France et ses copains criminels occidentaux et ses copains mercenaires. Donc, juste pour revenir à M. Omer Seda, voilà, juste pour argumenter quelque chose qu'il a dit d'ailleurs que je voulais dire. La France et ses terroristes mercenaires ont été pris la main dans le sac en Syrie. Et ce sont les satellites russes qui ont filmé ça, c'est partout sur Internet. Ils ont été pris en train de voler le pétrole syrien la nuit. Les terroristes et la France. Et il faut savoir que le terrorisme, c'est le mercenariat. Parce que qu'est-ce que la SEMA fait au Mali? La SEMA est une organisation de mercenaires qui travaille pour la France et pour l'Occident. La SEMA a été embauchée contre Kadhafi en Libye. La SEMA a été embauchée contre le Mali. La SEMA a été embauchée contre le Niger. La SEMA, par les Occidentaux, et notamment la France. La SEMA a été embauchée comme mercenaire parce qu'il bénéficie gracieusement des paiements dans cette collaboration avec la France, dans ce partenariat criminel contre leurs frères. Donc, elle a été aussi embauchée pour déstabiliser, comment dire, le Burkina Faso. Donc, les terroristes de la SEMA sont des mercenaires. Les terroristes sont des mercenaires payés, financés, armés par les impérialistes pour venir détruire, déstabiliser les nations afin qu'ils s'emparent ensemble des richesses de ce pays. C'est ça la SEMA. Donc la SEMA, c'est pour ça que je dis un mercenaire comme la SEMA n'a pas vraiment la légitimité, la légitimité de s'adresser à un État malien contre qui vous avez pris les armes pour servir les intérêts d'un autre pays ou de d'autres pays. Donc, juste pour expliquer cette partie, donc il faut faire taire les armes de la France en Afrique, surtout de la France au Sahel, parce que nous avons vu et nous savons que les balles des mercenaires, c'est-à-dire des terroristes, si je dis mercenaires, y compris SEMA, Barkhane, tout le reste, et leurs partenaires criminels. Et on ne va pas oublier aussi les multinationales qui sont en train de raser. Tout ça là, c'est une même composition. Donc, les balles de la France qui, hypocritement, s'adressent au monde pour dire qu'on est venu pour aider le Mali à lutter contre le terrorisme. Or, ce sont eux les terroristes, les mercenaires, qui sont qualifiés, qui sont d'ailleurs champions pour dénigrer la Russie, qui n'a rien à voir avec eux en termes de dignité, en termes de professionnalisme, en termes de partenariat, sur tous les plans, ils sont le contraire de la Russie. Nous connaissons l'histoire. Donc, les armes de cette même France sont dirigées contre nos militaires. Leurs balles aussi sont dirigées contre nos populations civiles, contre des villes entières que la France est en train de raser de la carte du Mali tous les jours. Donc, il faut faire taire ces armes-là. La seule manière, c'est de changer de partenaire. C'est-à-dire le seul fait, l'État malien n'a même pas confirmé qu'ils ont appelé la Russie. La France est en panique parce que la France sait très bien ce qui se passe, mais elle n'y croyait pas. Elle pensait qu'elle allait pouvoir assassiner le président patriote Assimi Goïta le jour de la fête passée pour accélérer, mettre un des membres de la France-Afrique et continuer, faire le coup d'État à la transition, un coup d'État sanglant. Si la France est au courant que l'accord de défense a été signé il y a longtemps. Là, les militaires maliens sont en Russie pour la formation et d'ailleurs, ils sont premiers dans tous les concours qui leur sont présentés parce que ces jeunes veulent vraiment se battre. Ils ont de la volonté. Ils veulent se battre pour sauver leur pays. Ils sont prêts. Tous les jours, ils meurent pour pouvoir sauver leur pays. Et c'est la même France qui se dit partenaire qui met les embargos sur les armes. Même pour que
les militaires maliens se déplacent d'un point A à un point B, il faut demander la permission à la France. Tout notre espace aérien appartient et sous le contrôle de la France. Donc, comment peut-on continuer avec la mort? Parce que M. Ella le disait, la France, il disait que la France n'a pas atteint ses objectifs. Après, il a dit non, parce que ses objectifs, c'était même pas d'aider le Mali. Effectivement, elle est venue avec son agenda. Donc, une crapule comme la CIMA, une crapule de mercenaires, comme la France est partenaire avec leurs multinationales criminelles qui sont en train de piller le Mali, qui sont en train de tuer les Maliens, n'ont aucune légitimité de s'adresser à nous. Quant à la France, elle n'a qu'à s'adresser à son peuple. Quant à la CEMA, elle doit déposer les armes. Il est temps. Sinon, ça sera à la guerre comme à la guerre. S'ils ne déposent pas les armes gentiment, ben, ils vont la jeter, comme je l'ai dit tantôt, ils vont la jeter pour s'enfuir. Mais ce qui est sûr, chacun répondra de ses actes. Et la CEMA ne peut pas nous menacer parce que le Mali n'a pas peur de ses patrons, à plus forte raison d'elle. Vous, Amina Fofana, juste pour mettre de l'eau dans votre vin, la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Donc, la France n'est que du menu fretin devant la, on va le dire comment, devant la Russie. Je vais me tourner vers vous, hein, Paul est là. Aujourd'hui, la France veut absolument vite écarter le Conseil national de transition pour trouver un homme qu'elle pourra manipuler à sa guise. Pourtant, aujourd'hui, le Mali a besoin de sécurité, de paix et surtout de stabilité. On va dire les mots qui sont prioritaires aujourd'hui pour tous les Maliens. Absolument. Alors, pour quiconque sait lire l'histoire, et c'est pour ça que ma préoccupation, l'une de mes préoccupations premières, et qui est partagée avec tous les véritables panafricains, c'est la sensibilisation, la conscientisation, mais principalement la connaissance historique de l'histoire par les Africains et de leur histoire, par celle qui a été écrite par d'autres, par ceux qui manipulent le monde depuis beaucoup trop longtemps aujourd'hui, mais la véritable histoire, celle qui nous est cachée, qui nous a souvent été cachée depuis les livres scolaires jusqu'à toutes sortes de canaux propagandistes médiatiques des chaînes mainstream, occidentales notamment. Il est important, il est impératif que les Africains s'approprient, se réapproprient leur véritable histoire, qu'ils l'écrivent eux-mêmes et qu'ils ne se laissent plus compter et ne se laissent plus dicter la loi occidentale selon leurs desiderata. Quand je dis ça, c'est justement parce que lorsqu'on convoque les faits historiques et qu'on a bonne connaissance du schéma de fonctionnement de ces pays occidentaux, et notamment la France, on se rend bien compte qu'il n'est pas possible pour tout être humain raisonnablement constitué de considérer quelques paroles venant de la France. Vous ne pouvez pas continuer de croire quelqu'un qui est menteur par essence. Vous ne pouvez pas continuer à écouter quelqu'un qui n'a que la filouterie pour langage. Et la France est inscrite avec l'Occident et ses copains impérialistes depuis toujours dans une logique de mensonge perpétuel, permanent et avéré. Donc, quand la France parle, la première chose, c'est de ne pas l'écouter. Quand la France parle, si on a fait l'erreur de l'entendre, c'est de considérer qu'il ne s'agit que de mensonges. Ça, c'est une démarche que tout Africain devrait avoir. Ne jamais prêter une oreille attentive à toutes les sirènes mensongères de la France, selon lesquelles, soi-disant, elle vient aider l'Afrique, elle vient sauver l'Afrique, elle vient sécuriser l'Afrique. Des mensonges qui ne doivent plus pouvoir passer dans l'esprit de tout Africain raisonnablement constitué. Quand on arrivera à ce stade de façon massive, ça veut dire savoir que tout ce qui vient de l'Occident n'est que mensonge, n'est que pillage, n'est que spoliation, alors on comprendra aisément et la démarche est engagée et nous sommes en bonne voie pour atteindre cette masse critique de personnes conscientes et éveillées. On comprendra que la France est le cancer de l'Afrique dont il faut absolument guérir et qu'elle n'est que le voyageur représentant placé, le garçon de course, le cache-sexe de l'impérialisme occidental
qui en réalité est mise à nu depuis un moment maintenant et que vous et moi et les autres panafricains sommes en train de travailler pour continuer à mettre à nu et éveiller les consciences de nos compatriotes. Quand on parle de la France, sachez que même en Occident, la France est méprisée. Il faut bien que les Africains comprennent que sur l'échiquier mondial, géostratégique, la France ne représente rien. Je pèse mes mots, je peux le démontrer. Je suis financier, je suis économiste et je peux le démontrer d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, d'un point de vue géostratégique. La France ne représente absolument rien sur l'échiquier mondial. Alors, ce qui se passe avec l'Occident, depuis toujours, je dis bien depuis toujours, regardez, consultez l'histoire et regardez la fin de la guerre des 100 ans. Regardez la position de la France. Regardez même en termes d'impérialisme par le canal de l'esclavage, de la colonisation. Regardez la position de la France. Regardez la position de la France après la guerre des 7 ans. Regardez la position de la France après la guerre des 30 ans. Regardez la position de la France après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Mais avant ça, regardez la position de la France à la conférence de Berlin de 1884-1885. Cette conférence de Berlin qui était menée par l'Allemagne, qui sortait justement d'une guerre franco-prussienne, donc franco-allemande, où la France avait été défaite et où justement c'est l'Allemagne justement qui tenait les rênes par le canal de son chancelier, qui tenait les rênes, le chancelier Otto von Bismarck, qui tenait les rênes et qui organisait donc la conférence de Berlin pour venir décider du partage de l'Afrique. Là encore, la France était bon dernier de la classe, comme toujours, parce que j'aimerais que vous me donniez, depuis le 15e siècle, une guerre que la France ait gagnée. Je ne parle pas de bataille, je parle de guerre. Et même les batailles, quand vous prenez la bataille de Waterloo de 1815, si mes souvenirs sont bons, la France encore est bonne perdante en faveur de l'Angleterre. Vous regardez toute l'histoire de la France, c'est une histoire chaotique, c'est une histoire de dernier de classe, c'est une histoire de laquais. Quand vous prenez la Seconde Guerre mondiale, quand l'armée hitlérienne marche sur la France en 1940, laquelle France, sauvée par les Africains, va être récompensée par le massacre de Tcharoy, où les soldats africains réclamaient leur juste solde. Ils ont purement été assassinés sur ordre du général de brigade de Gaulle. Vous regardez l'histoire de la France, ce n'est que du mépris, même au niveau de l'Occident. Je vous rappelle ce que Winston Churchill disait de Gaulle. Il disait que c'est un petit chiot indiscipliné dont il faudrait rapidement se débarrasser. Rappelez-vous de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la conférence de Yalta. Vous vous rappelez de la photo des vainqueurs. Où était De Gaulle? Il y avait Winston Churchill, il y avait Eisenhower et il y avait Staline. Où était De Gaulle? On parle de la photo des vainqueurs de la conférence de Yalta. La France ne représente rien et n'a jamais rien représenté. Et elle-même, elle est le garçon de cour chez le casse-sexe de l'Occident, qui elle-même est méprisée par l'Occident. Je termine en prenant juste un fait, parce que s'il faut parler des éléments historiques et économiques, politiques et culturels qui montrent que la France ne représente rien, même en termes de culture, qu'est-ce que la France en termes de culture? Tous leurs musées sont remplis de centaines de milliers d'objets d'art qu'ils ont pillés pendant la colonisation et l'esclavage, qu'ils appelaient des fétiches, comme pourquoi c'était maléfique, mais c'est rempli dans leur musée, et, au Quai Branly et ailleurs, et c'est 12 € par personne qui part visiter nos objets pillés, et ça fait des milliards et des milliards chaque année pour renflouer les économies françaises, les économies occidentales. Donc, écoutez, quand vous prenez le dernier élément en date, il y a quelques heures seulement, je crois que vous êtes au courant du business foireux que la France a eu avec le marché des 12 sous-marins avec l'Australie. Contrat qui a été signé il y a 6 ans, un contrat de 34 milliards d'euros. Vous savez très bien ce qui est arrivé à la France. L'Australie a tout simplement décommandé, et la France avait parlé de ce contrat comme étant le contrat du siècle. 34 milliards d'euros pour 12 marins qu'elle devrait livrer à l'Australie. L'Australie s'est défilée à la dernière minute au profit de l'Angleterre et des États-Unis. Et ils sont en train de pleurer sur tous les plateaux, leurs ministres sont en train de pleurer. Et vous vous rendez bien compte que même auprès des Occidentaux, la France ne représente rien, elle est méprisée. Et c'est en Afrique que la France veut jouer son va-tout, veut jouer sa dernière carte. Et même les Africains, depuis un moment maintenant, disent non.
Je vous rappelle que le 22 septembre prochain, jour de la fête nationale du Mali, il y a une grande manifestation, plusieurs manifestations, mais parmi lesquelles une plus grande encore qui regroupera des centaines, des milliers de personnes avec le mouvement Yerowolo et le mouvement African Revival qui vient justement soutenir cette marche, au rang desquels je serai bien installé. Nous allons pouvoir dire non à cet impérialisme et la thématique c'est que la France dégage. Plusieurs panafricains viendront de partout pour cette grande manifestation. Je suis juste en train de vous montrer que la France, même auprès de ses amis occidentaux, ne représente rien, elle est méprisée. Et en Afrique, elle est en train d'être chassée. Et comme j'aime bien à le dire, le symbole du coq, qui est celui de la France, c'est que lorsque la tête du coq est en train d'être coupée, le coq s'agite plus que jamais. Le destin de la France est scellé en Afrique, elle est méprisée en Occident, là, et en Afrique, on n'en veut plus. La fin de la France est proche, les jours de la France sont comptés, et l'horloge tourne en faveur de la liberté et de la dignité des peuples africains. Si eux, ils ont la montre, nous avons le temps. Merci à vous, Paul Elam, mais je tiens à vous rappeler que le contrat entre la France et l'Australie, c'était 56 milliards d'euros qu'ils ont perdus et ils sont en train de pleurer. D'ailleurs, on a vu, on dit comme ça, Jean-Yves Le Drian sur les plateaux de télévision pleurer encore et continuer à pleurer, à se lamenter. Et pendant justement que vous parlez de la France, il y a un téléspectateur qui s'appelle Serge Florel Dikoué qui a voulu vous dire que le symbole de la France, c'est l'infidélité, c'est la trahison, c'est l'instabilité et la frivolité. En tout cas, il m'a demandé de vous le dire et je vous le dis d'ailleurs, j'espère seulement que vous avez bien compris. Alors je vais me tourner, je vais aller du côté des États-Unis d'Amérique pour retrouver le docteur Paul Bekima. Docteur Paul Bekima, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour aider le groupe Wagner à libérer le Mali, mais surtout à libérer, il faut le dire, les pays africains? Excellente question. Avant de répondre à votre question, j'aimerais dire que je reprends à mon compte toutes les analyses brillantes qui ont été faites sur le plateau et au Mali, et surtout l'analyse de terrain et factuelle de Madame Fofana. Monsieur Ngos, la solution au problème de la France, ironiquement, nous sera inspirée par la France qui a subi l'occupation allemande et a créé ce qu'on appelle la résistance. Donc, rappel historique, le 27 juillet 1944, un jeune instituteur de 24 ans, Henri Ferrand, qui vivait dans la commune de Thaler, dans les Landes, a eu un rendez-vous avec l'histoire et a accompli son destin. Que s'est-il passé? Il avait été réquisitionné de travailler au maintien des voies ferrées dans la gare de la Luc. Or, il se trouvait que c'est dans la commune de Thaler que l'Allemagne avait sa deuxième plus importante réserve et dépôt, le plus important dépôt de munitions pour son armée qu'on appelle la Wehrmacht. Alors, Monsieur Ferrand répète donc un train de 69 wagons bourré de munitions, prêt à se rendre en Allemagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait exploser ce train. Le résultat est que, au plus fort de l'offensive alliée, les Allemands ont fini par manquer de munitions. Vous voyez l'impact d'un individu. Ce qui est dommage aujourd'hui, d'après moi, est que la France, à travers ses hommes politiques, a décidé de reprendre à son compte toutes les stratégies nazies. Vous avez le franc CFA. Vous avez la création des lignes de démarcation dont on a parlé sur le plateau. Mais c'est une inspiration nazie. Quand ils occupaient un terrain, ils créent une ligne de démarcation. Et qu'est-ce qu'ils font en plus? Ils contrôlent vos ports et vos voies de transport, notamment ferroviaires. Regardez ce que la France fait aujourd'hui avec Bolloré en Afrique. Et comme ils exploitent vos ressources. Vous-même, vous voyez. Je n'ai même pas à ajouter. Donc, voilà. Regardez aujourd'hui autour du Mali. Qu'est-ce qui se passe? La France, à travers Bolloré, contrôle les terminaux à conteneurs de Conakry en Guinée, de San Pedro en Côte d'Ivoire. Les terminaux rouliers à Dakar, à Abidjan-Tera. Les ports secs de Karbelen en Guinée équatoriale, de Niamey et de Dosso au Niger.
Souteko Bamako, Faladi Bamako, Kali Bamako au Mali. Voilà donc la capacité logistique que la France vend à ses alliés afin de se faire inviter sur la table de prédation. Maintenant, je parle de tout cela afin d'indiquer les choses sur lesquelles nous devons prêter une attention particulière. Il est ici question pour les panafricanistes et ceux qui vont vouloir lutter pour la libération, de faire en sorte que toutes les sources et toutes les lignes de ravitaillement soient coupées. Et taries pour les sources, coupées pour les lignes. Exactement comme les résistants français ont fait pendant la période d'occupation allemande. Voilà un réseau de ravitaillement, le réseau français. Il y a un autre réseau de ravitaillement à suivre de très près qu'on va appeler le réseau libyen, qui a 3 articulations. Il y a l'articulation américaine, l'articulation française et l'articulation qatari. Je vous rappelle qu'en 2011, d'après le New York Times, leur propre journal, Obama a signé une ordonnance secrète ordonnant à la CIA de fournir des armes aux rebelles libyens. Et les États-Unis ont fourni notamment des véhicules blindés, des systèmes avancés de radar et des missiles de type TWB, on dit ici TOW, c'est-à-dire TOW, qui sont en fait des missiles à guidage électronique et à traçage optique. Les rebelles libyens les ont reçus et ils avaient l'un de leurs hommes de main, s'appelait Mahmoud Djibril. Et il y a un autre gars qu'ils avaient sur le terrain, Suleiman Bouchigui, de la Ligue libyenne des droits de l'homme. Vous voyez comment les ONG sont impliquées. Le réseau français, quant à lui, livrait les armes à travers le port de Benghazi à leur homme de main qu'on appelait Abdel Hakim Belhadj. Le Qatar, quand elle fournissait l'argent à travers Ali Salabi, un membre de l'organisation des frères musulmans. Ces réseaux n'ont pas disparu et doivent donc faire l'objet d'une surveillance renforcée. Car c'est à travers ces réseaux que les armes parviennent aux djihadistes et dans le Sahel. C'est-à-dire, dans le Sahel, la jeunesse panafricaine a du travail à faire. La peur est en train de changer de camp, mais nous ne devons pas baisser la garde. Un dernier point, vous regardez le Mali, la division du terrain, la France se fait protéger dans l'exploitation des mines, cela doit cesser. Si jamais, vous voyez que les mouvements djihadistes sont, d'après ce qu'on nous dit, d'obédience sunnite, donc influencés par l'Arabie Saoudite. Le gouvernement malien aura à essayer de trouver un accord avec l'Arabie Saoudite qui peuvent arrêter l'intervention des djihadistes de façon pacifique, ou alors, si l'Arabie Saoudite ne prête pas une oreille aux réclamations du Mali, le Mali n'a qu'à aller voir l'Iran. Parce que comme l'Iran est d'influence chiite, ils viendront plutôt faire la guerre à ces djihadistes. C'est une façon pour nous aussi d'apprendre à exploiter leurs contradictions. Un dernier point que M. Ella a soulevé de façon absolument brillante est que le monde occidental lui-même a plein de contradictions. Ils ne s'aiment pas entre eux. Au-delà du mépris, ils ne s'aiment pas entre eux. Les intérêts prévalent sur presque tout. On doit donc pouvoir voir comment jouer avec ça et faire partie la France, en fait, qui se maintient alors qu'elle n'est qu'un petit broker sur la place internationale. Ça, je vous remercie. On vous remercie également, Dr Paul Bekema, depuis les États-Unis d'Amérique. Vous restez avec nous parce que dans un instant, nous allons ouvrir le standard pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Dr Bénécris Kiézé, finalement, on va le dire ainsi, la France est un pays nazi puisqu'elle utilise tous les aliments, alors pour ne pas dire les éléments du peuple nazi à l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec Hitler. Oui, mais déjà, mes prédécesseurs l'ont si bien exprimé. Moi, je vais vous donner juste un cas de figure qui me fait parfois rire. Quand vous regardez, par exemple, l'entrée, entre guillemets, triomphale du général de Gaulle à Paris pour libérer la France, mais ça n'a jamais été les troupes françaises. C'est les troupes américaines qui viennent libérer Paris et qui prend de Gaulle, on l'installe au pouvoir. Mais regardez ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. C'est l'armée française qui défait Laurent Gbagbo et qui les remet aux rebelles de Ouattara. Donc la France n'a aucun schéma sinon qu'une mauvaise imitation, une mauvaise transplantation des théories et pratiques criminelles qui ont prévalu à la fois à sa soumission
et à ces heures, entre guillemets, glorieuses, qui nous chantent. Déjà, un grand pays, soi-disant, comme la France, qui vous manque, que le général de Gaulle était une illustre figure historique qui a libéré la France, alors que c'est l'armée américaine. Je vous rappelle quand même qu'il est venu en haillons au Cameroun, ici même à Douala. C'est ici qu'on lui a donné justement des habits, des vêtements, de l'argent, et surtout des hommes pour entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un fait historique. Sur le contrat du général Leclerc. C'est un fait historique. C'est à partir du Cameroun que le général de Gaulle s'est fait la santé. Et souvenez-vous que c'est malheureusement quand... La chambre de commerce en dit long, hein, elle est ici à Douala. Vous n'avez qu'à y faire un tour et vous verrez justement les vestiges. Allons-y, docteur Bénéfice Kézé. Voilà, Steve, un peu cette mesquinerie politique. En fait, les jacobinismes, comme nous l'avons toujours dit, c'est de la criminalité politique. C'est la politique par les crimes. C'est cela les jacobinismes, c'est cela la Révolution française malheureusement, c'est cela la soi-disant civilisation française qui en réalité n'existe nulle part. Sinon, allez-y en France, comme le disait encore l'un de mes prédécesseurs, donnez-moi l'une des œuvres d'art importantes de la France à travers le monde. Ce que vous allez trouver dans leur musée, c'est quoi? Ce sont les œuvres d'art africains. Et récemment, on vous parle de la pyramide de Louvre. La pyramide, c'est l'Afrique. Ça nous rappelle l'Afrique. Donc, comme le disait encore quelqu'un, l'avenir de la France, c'est en Afrique. Moi, j'ai dit, la France sans l'Afrique n'existe pas. Et puisque la France veut exister au détriment de l'Afrique, alors nous devons exister au détriment de la France. C'est des syllogismes politiques sur lesquels on ne joue pas. Puisque la France veut exister au détriment de l'Afrique, c'est aux hommes politiques africains de comprendre que nous devons exister au détriment de la France. Parce que le relèvement de l'Afrique entraînera inévitablement le déclin de cette France qui n'existe pas en réalité. Et pour chuter, donne-moi 2 secondes. Je voulais dire qu'il y a un danger quand même, Steve, de ne pas tirer les leçons de l'Angola. Parce que vous savez, il est bien, comme j'exhorte encore mes frères et sœurs politiques et révolutionnaires du côté du Mali, à tirer les leçons de l'Angola. Pourquoi? Parce que... Et tous les Africains d'ailleurs. Et tous les Africains d'ailleurs. Oui, il ne faut pas s'arrêter seulement au Mali. Il est bien de quitter l'axe impérialiste, capitaliste, pour aller vers la Russie. Le communisme. Le communisme. Mais il faut savoir que ça entre en ligne compte de ce qu'on appelle la politique du non-alignement depuis la conférence de Bandung et la charte du panafricanisme qui a prévalu à la création de l'Organisation de l'Unité africaine. L'Afrique doit s'affirmer. Et je salue encore cette initiative de l'armée malienne de faire former les Maliens, le militaire malien, à travers d'autres pays qui sont capables d'accompagner cette formation pour que demain nous ayons des armées capables de défendre nos dirigeants, des sites stratégiques où nous avons nos richesses pour pouvoir demain accompagner un développement autonome. Donc il est bien de diversifier ces partenariats. Comme le disait encore le ministre de la Défense malien, j'ai le communiqué, le ministre de la Défense du gouvernement de la transition, qu'il faut diversifier les partenariats, entendu par là qu'il faut rompre avec la France, la rupture est consommée, et d'ailleurs, cet accord n'est pas encore signé, la France agite, oui, mais au-delà de tout, il faut savoir qu'un jour la Russie ou les Russes vont se retirer, que restera-t-on de l'Afrique, de cette armée malienne qui a autant de défis à relever, et je pense que tous les pays africains doivent, n'est-ce pas, s'inspirer de cet exemple. Nous avons besoin d'une armée autonome, nous avons besoin d'un accompagnement en renseignement des sources africaines, nous avons besoin des géostratèges africains, nous avons besoin d'utiliser les intelligences africaines pour construire l'Afrique. Nous avons besoin de l'arme atomique. Voilà. Et là, je soutiens encore Mme Fofana pour chuter là, parce que tout à l'heure, avant que Mme Fofana le dise, nous, on l'a dit ici sur ce plateau, à la guerre, comme à la guerre, on doit répondre à l'ennemi armé par la guerre. Vous également, vous êtes d'accord avec ça, Omer Seda, que à la guerre comme à la guerre, et qu'il est l'heure aujourd'hui que les Africains commencent à faire de recherches jusqu'à avoir l'arme atomique pour faire peur au monde entier? Mais comment ne pas être d'accord? Si un pays comme la France, pendant des années, s'est évertué à piller l'Afrique. Je voudrais simplement dire que cette France que nous présentons avec des mots violents, ce n'est pas l'expression fondamentale de la haine. Il faut que ça se comprenne. Mais je dis de façon simple que la France est menteuse parce qu'elle le vante. Et elle vend la liberté, la fraternité, la démocratie, mais sème le terrorisme et la manipulation. La France est violeuse et voleuse. Elle vante et vend la coopération, mais vient tétaniser les économies africaines avec le franc CFA. En quelque sorte, M. Stingos, il faudrait se le dire sans vergogne,
La France, c'est le symbole même de l'échec de l'Afrique. Tant que les Africains ne comprendront pas que la France n'est pas là pour le développement de l'Afrique, n'est pas là pour l'aide, je convoque là les propos, père son âme, de notre père Thomas Sankara, qui nous encourageait, qui encourageait les Africains à se départir de l'aide. Parce que, voyez-vous, la France menteuse utilise des mots d'hypocrisie, nous l'avons dit. On est dans le Corbeil le renard, où tout menteur vit au dépend de ce qu'il écoute. Mais il me semble que c'est un auteur français. Ouais, bon, c'est pour ça que je vous pose la question, finalement. Ça veut simplement dire que ce pays, c'est le symbole de la filouterie. Et vous conviendrez avec moi que tant que nous allons rester dans cette dynamique à croire que nous attendrons quelque chose de la France, nous allons toujours rester dans ce monde des rêves, dans ce monde d'illusions. Et il est temps pour les panafricains de comprendre que le glas de la rupture a sonné. Il n'est plus question de penser un seul instant que la France peut retourner de veste. Non, la France est faite fondamentalement d'hypocrisie, de frivolité, d'escroquerie. Et la seule chose à faire, c'est de prendre là les propos d'un grand artiste africain, Armée française, allez-vous-en de chez nous, nous n'avons plus besoin de votre présence. Votre présence militaire entrave notre souveraineté et confisque notre liberté. Allez-vous-en. Allez-vous-en, et on vous comprend parfaitement. Je rappelle d'ailleurs à Dr Béni Chris que la première conférence de Bandung a eu lieu du 18 au 24 avril 1955. On sortait justement de la Seconde Guerre mondiale. Albert Anatola ici, puisqu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoutez, la première chose, s'il pouvait être le conseiller du président du Conseil national de la transition, on ne peut pas parler de la stabilité au Mali sans inclure l'Algérie. Parce que lorsque vous entendez Paris, le Quai d'Orsay, je dis l'Élysée, le Quai d'Orsay parler de la question malienne, ils mettent de côté l'Algérie. Parce que la plupart, n'est-ce pas, des collaborateurs, je veux dire des terroristes qui sévissent au nord du Mali, sont des binationaux, qui sortent soit du Mali, je veux dire soit de l'Algérie, soit de la Libye. Et ils commettent leur forfait, et ils repartent tranquillement, tout en franchissant les frontières, qui, en principe, sont sous le contrôle, n'est-ce pas, du renseignement américain et français. Donc, ça fait donc que, il faudrait donc que le président du Conseil national de transition se rapproche un peu du gouvernement algérien. Deuxième chose, dans mon pays, un grand homme politique disait que quand on se nomme, on peut s'accrocher même sur un. Il s'appelle Augustin Frédéric Kodok. Voilà. Que quand on se nomme, quand on est en péril de noyade, on peut s'accrocher même sur le serpent. On peut s'accrocher sur la queue d'un serpent. Oui, je suis parfaitement d'accord avec Béni Chris, c'est-à-dire que pour l'instant, l'alternative provisoire et temporaire, c'est la Russie. Parce qu'on ne peut pas partir, n'est-ce pas, on ne peut pas sortir de la gueule, n'est-ce pas, du loup pour entrer dans la gueule du lion. C'est la même chose. Donc, pour l'instant, l'alternative provisoire et temporaire, c'est pas l'alternative à la présence européenne d'une manière générale au Sahel et principalement au Mali, c'est la Russie. Oui, mais elle doit être provisoire. Il faut donc qu'on forme justement une élite militaire avec une idéologie patriote, nationaliste. C'est important. Troisième chose, ils sont par là. Nous avons des hommes qui peuvent nous fabriquer la bombe atomique. Ça, c'est vrai. Si vous avez... Dr Jean-Paul Bellec est encore là. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, sur le continent. Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ça, c'est une affaire politique. Parce que si M. Mbelek et les autres qui sont encore dans l'anonymat décident aujourd'hui de fabriquer une bombe atomique, ce sont les politiques, je veux dire les dirigeants, qui sont les premiers à les mettre à les exposer. Mais vous parlez des sous-préfets. Donc, je pense que nous avons les moyens. Il nous faut une bombe atomique. Je ne suis pas sûr que Macron, Jean-Yves Le Drian et les autres peuvent parler avec autant d'arrogance au Pakistan ou à l'Inde. Ou alors à la Corée du Nord. Non. Je ne pense pas. Donc il nous faut sur le continent africain, dans un pays panafricaniste, une bombe atomique. Et je pense que nous en avons qui peuvent le faire. Je sors par là pour dire quoi? Pour dire que je pense que la jeunesse malienne est mobilisée. La jeunesse sénégalaise est mobilisée. Il faut qu'ils comprennent que au Mali, que ce soit Barkhane, Takuba, Minusma, ils ne sont pas là pour faire la guerre contre le terrorisme. Ils sont là pour faire du business.
je voudrais quand même vous faire comprendre que chaque engagement français en territoire malien coûte au contribuable malien 1 milliard de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Chaque jour. Chaque jour, je dis bien, faut chaque bien préciser. jour, 1 milliard de francs CFA, chaque jour. C'est beaucoup d'argent alors que l'État malien en a besoin pour ses infrastructures socio-économiques. Merci messieurs, dans un instant nous allons ouvrir le standard est désormais donc ouvert. Pendant 25 minutes nous allons demander à nos téléspectateurs de donner leur avis justement sur la question de cet après-midi. Ils sont d'ailleurs nombreux qui se bousculaient au portillon pour nous avoir d'ailleurs cet après-midi. Vous avez votre part de parole, hein, vous n'avez pas oublié. Non, je reviens à vous dans un instant. On va commencer d'ailleurs au téléphone, ça commence à sonner. On y va avec la complicité de la réalisation. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Des petits problèmes avec cet appelant, nous allons prendre un autre rapidement. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Des petits problèmes pour avoir justement nos appelants cet après-midi. On ne sait pas ce qui se passe. On espère que du côté de la réalisation, on va arranger justement les choses pour le mieux, en espérant bien sûr que tout est connecté et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On y va d'abord avec les messages en attendant que la réalisation puisse nous trouver des solutions. Bonjour, je dis bien, je m'appelle Mathieu Diarra, malien, résident en France, à Paris. Je vous informe que depuis les années 60, ce sont les ingénieurs russes qui ont étudié toutes les ressources minières au Mali. Et ensuite, ils ont créé une société malienne qui s'appelait Sonarem, Société Nationale de Recherche Minière. Merci à vous également de nous avoir appelés. Allons au téléphone pour voir si les choses sont rentrées dans l'ordre cet après-midi. Toujours des petits problèmes. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. On a de sérieux problèmes justement pour avoir nos appelants cet après-midi. On ne sait pas ce qui se passe. Pourtant, ils sont nombreux qui sont connectés. J'espère seulement que du côté de la réalisation, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si ce n'est pas le cas, nous allons justement mettre la clé sous le paillasson. Parce qu'ils sont très nombreux d'ailleurs à nous appeler cet après-midi. Allons-y en tout cas pour des messages. Je tiens à vous remercier pour le travail que vous faites pour la liberté des peuples africains. Grâce à vous, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est Mike qui nous écrit depuis Lomé au Togo. Toutes nos félicitations. Nous sommes avec vous. Merci à vous Mike de nous avoir écrit d'ailleurs cet après-midi. Toujours des messages. Allons-y, on les prend. En attendant justement de résoudre le problème. Même si nous sommes justement gênés par les appels téléphoniques. On va prendre des messages. Pendant ce temps, la réalisation est sans oublier la technique au four au moulin pour que on puisse justement vous avoir. Bonjour Steve, cher panéliste, merci pour ce que vous faites pour la libération de l'Afrique. Il faut que ces animaux qui agissent dans le noir comprennent que l'heure de la révolution a sonné. Cette personne ne nous a pas laissé son nom cet après-midi. On continue justement avec les messages. Salut le panel de DBS, franchement Paul est là, de Dr Benny Chris, vous êtes panafricaniste. L'une des options pour permettre l'extension du panafricanisme est d'élargir parfois vos émissions dans différentes langues afin de permettre au reste de la masse africaine de comprendre les manigances d'Europe. À Koero, depuis Lomé au Togo, qui nous a également écrit cet après-midi. Je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs qui se bousculent que nous sommes en train de trouver une solution pour cela. Bonsoir monsieur Steve, bonsoir le panel, mon commentaire n'est pas dans le sujet. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé a commencé par vacciner la population togolaise. Je suis sans voix. Ils ont imposé les vaccins et ont fait de telle sorte que pour accéder aux différents services administratifs, il faut se munir d'un carnet de vaccination. Tu as ton agent en banque, il faut présenter ton carnet de vaccination et la population, il faut le dire comme ça, est dans les mois. Merci à vous également qui nous avez écrit cet après-midi. On est fatigué avec ce marionnette de Gnassingbé Land. C'est ce qu'il a écrit. On espère tout simplement que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. On va aller rapidement avec un autre message en espérant que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. La France a peur pour l'arrivée des Russes au Mali parce que la Russie va mettre en lumière tous les matériels d'extraction d'or à 15 km de Kidal. Ce sont les matériels lourds que la France ne pourra pas rapatrier en France, ne pourra pas rapatrier en France. En quelques mois, le monde entier saura que la France est au Mali pour l'exploitation des matières premières, matières minières et non combattre le terrorisme. On va encore essayer justement avec le téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir.
Vous êtes très nombreux à nous appeler cet après-midi, mais on ne pourra pas vous avoir parce que nous avons quelques petits problèmes techniques. Je vous passe rapidement la parole avant de conclure cette édition. Oui, moi ce que je voudrais dire, je voudrais attirer l'attention des Africains et des Panafricains sur un fait, peut-être qui risquerait nous échapper, mais qui est très important. En Afrique, vous avez 3 grands bassins hydrographiques principalement. Le premier, c'est le bassin du Congo. Le second, c'est le bassin du lac Tchad. Et le dernier, c'est le bassin de Guinée-Conakry, avec toute la région. Et vous avez l'une des plus grandes nappes phréatiques au monde, qui est celle qui est au niveau du Mali. Mais observez bien ce qui se passe. Vous verrez que la majorité de cet espace géographique, en réalité, sont des espaces qui sont en pro-terrorisme. Prenez le cas du Congo, avec tout ce que nous voyons là-bas. Prenez le cas du bassin du lac Tchad, avec Boko Haram. Prenez le cas de celui de Guinée-Conakry et tout ça, avec ces coups d'État, avec ces problèmes d'insécurité. Prenez le cas même de la nappe phréatique, justement, qui se trouve du côté du Mali, avec ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour dire quoi? Quand je le dis, c'est pour dire que, nonobstant l'appel qui a été fait ici, justement, pour interpeller les Africains à réellement comprendre les enjeux. Sachez que sur le sol français aujourd'hui, toutes les nappes phréatiques, toutes les sources d'eau, déjà même que la seule ressource naturelle présente à nous, je vous parle sur le sol français, c'est l'eau. C'est la seule ressource naturelle qui est présente. Et même cette source naturelle, aujourd'hui, est polluée. Pourquoi? Parce que la France est le pays européen qui a le plus de centrales nucléaires sur son sol. Et justement, les conséquences écologiques de ces centrales nucléaires sont telles que, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un programme actuellement qui est en train d'être élaboré en France pour aller ou alors pour passer à l'énergie verte d'ici 2035. Il ne veut plus de centrales nucléaires parce que les conséquences écologiques sont catastrophiques, sont désastreuses sur le sol français. Donc, vous avez un pays aujourd'hui qui est en absence d'eau parce que beaucoup ne le savent pas. La guerre stratégique, la guerre géostratégique et géopolitique de demain sera celle de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers nos bassins hydrographiques que nous avons, à travers cette nappe phréatique, qui aujourd'hui, selon les experts, la nappe phréatique par exemple qui traverse le Mali, serait capable d'alimenter le monde sur au moins 2 siècles, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à même de pouvoir préserver ces ressources, ces trésors qui sont sur le sol? Parce que cela fait partie également des enjeux pour lesquels la France ne pourra ou ne se départira jamais du continent africain. À nous donc de développer les stratégies pour pouvoir les conserver et les laisser à nos héritages, à nos enfants, à nos proches, à nos frères et sœurs. On va encore essayer d'ailleurs d'avoir quelques-uns de nos téléspectateurs au téléphone. Bonsoir. Toujours des petits problèmes pour les avoir. On a de gros problèmes d'ailleurs de connexion avec eux cet après-midi. Messieurs, je vais d'abord commencer par dire merci au docteur Paul Bekima depuis les États-Unis d'avoir été avec nous au cours de cette édition de Feu Vert. Merci beaucoup, docteur Paul Bekima, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie et je suis bien content d'avoir partagé le plateau avec des gens aussi brillants. Et j'ai envie d'embrayer à ce qu'a dit Triple A. Paris, c'est très très important qu'il faut impliquer l'Algérie et aussi la Mauritanie parce que c'est eux qui sont dans la frontière qui entoure cette partie du Nord Mali. Et à l'intérieur du Mali, il faudra faire taire les divisions et réviser un peu la charte mandingue et voir pourquoi les pays, les empires africains qui vivaient en bonne intelligence se font la guerre aujourd'hui. Donc, je n'aurai pas le temps de m'étaler dessus, mais comme a dit Mme Fofana, c'est à la guerre comme à la guerre, la France ne partira pas d'elle-même, nous devons la faire partir. Donc, voilà. Docteur Bolpe-Guiman d'avoir été avec nous tout au long de la matinée, parce que là-bas, à 14h, c'est 9h du côté des États-Unis d'Amérique. Merci d'avoir été avec nous. Et pendant ce temps, 14h, heure d'Afrique centrale, c'est 13h du côté de Bamako, au Mali. Amina Fofana, merci d'avoir été avec nous. Paulela, merci à vous également d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup, Monsieur Steve. Quand l'heure de la libération sonne, les masques, comme je l'ai dit, tombent. Donc on voit aujourd'hui tous les Maliens, le peuple malien est devenu un peuple qui a vraiment beaucoup d'expérience aujourd'hui à cause de ces tortures de la France, ces crimes de la France durant 9 ans maintenant, bientôt quoi. Donc le peuple malien voit avec lucidité même les politiciens de la France-Afrique et leurs médias mensonges qui sont ici. Donc, comme je l'ai dit, à la guerre comme à la guerre, les ennemis sont à visage découvert et on les voit, ce sont eux qui condamnent la Russie, les Wagner de la Russie, et ce sont les mêmes qui traitent les militaires de Wagner de mercenaires
Or, ce sont eux qui sont soit des mercenaires politiques, soit des mercenaires politiques, terroristes politiques, criminels politiques, délinquants financiers politiques, vagabonds. Ils sont toutes sortes de choses, sauf des Africains. Ce sont des apatrides. Donc, le peuple malien a bien compris le jeu. Et quand vous suivez le niveau de débat qui se tient et en langue et en français aujourd'hui, c'est que vous allez vous rendre compte que le peuple malien a eu le discernement déjà. Et que maintenant, l'arrivée de la Russie, c'est une question de quelques jours. Nous attendons 1000 hommes et nous disons bravo à la transition. Nous disons bravo au digne président patriote Assimi Goïta. Nous déroulons le tapis rouge pour Wagner, qu'il soit le bienvenu, parce que le Mali est un pays souverain. Le Mali a le droit de collaborer avec n'importe quel partenaire qu'il désire. Donc, pour sortir, nous avons organisé une sortie pour le 22 septembre au Monument de l'Indépendance. Donc, à partir de 14 h, c'est pour dénoncer l'occupation française, les crimes français. On va demander aussi appuyer encore l'arrivée de la Russie. Et puis, on va dénoncer. On n'oublie pas ce que les États-Unis et la France ont fait pour bloquer notre avion qui a été acheté et financé totalement par l'État malien. Ils l'ont bloqué parce qu'ils sont de mauvaise foi, parce que ce ne sont pas nos partenaires, ce sont des criminels. Donc, nous allons dénoncer les ingérences de la CEDEAO, les ingérences les crimes de l'ONU, même les crimes de la CEDEAO, parce que tout ça est réuni avec nos politiciens, nos criminels politiciens. Tout ça est réuni, c'est le cocktail là qu'on appelle la France-Afrique. Mais c'est-à-dire, c'est même avec l'Occident, mais avec la France, comme M. Polola l'a dit, c'est l'interface de l'Occident. Donc, nous allons sortir contre tout ça. Et Dieu merci, la lutte est en train d'aboutir. Nous attendons avec impatience l'arrivée des soldats russes et nous attendons le 22. Et nous voulons vraiment que tous les peuples maliens se mobilisent. Et si vous pouviez nous suivre, nous prendre en direct ces jours-là pour des interviews, ça nous fera plaisir. Et j'espère que vous allez bien analyser cette question. Je vous remercie. Merci à vous également, Amina Fofana. Je vous rappelle d'ailleurs, vous qui êtes là-bas, que c'est la fin de l'édition. On n'est plus entré dans le débat. Paulina, merci également à vous d'avoir été là avec nous cet après-midi. Merci, merci. Voilà. Vos minutes sont comptées, donc je dis merci à tous ceux qui sont sur le plateau, à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Amina Fofana qui m'a accompagné et qui me sert aussi de guide ici à Bamako. Elle me fait découvrir pas mal de choses et j'assiste également à cette mobilisation populaire depuis que je suis arrivé des Maliens justement pour dire non à l'impérialisme français et occidental en général. Et le peuple malien parle en Afrique, pas seulement de par son histoire, mais de par son actualité également. Et c'est pour ça, je me répète peut-être, mais c'est pour ça que dans ma démarche de visite de pays africains, dans le cadre du mouvement African Revival que je préside, il était question de commencer par le Mali. Ensuite, ce sera très probablement le Sénégal, où un certain nombre de contacts sont déjà noués. Et c'est ça la dynamique panafricaine, travailler en synergie et faire en sorte que les problèmes des Africains, où qu'ils soient, ce ne soit pas seulement le problème de ce peuple-là, mais le problème de tout le peuple africain. C'est main dans la main qu'on va pouvoir combattre et bouter hors de nos territoires la France et ses alliés impérialistes et terroristes. Il convient de rappeler que si les mercenaires russes parviennent à intervenir au Mali, ce serait une lourde défaite pour la France sur le plan géopolitique, après des années de lutte contre le terrorisme dans ce pays. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.